Eh bien, bonsoir à tous pour un podcast, peut-être le retour des podcasts d'ici Planète. À partir de maintenant, on essaiera de faire ça régulièrement. Ça fait à peu près 5 ans qu'on n'a pas fait de podcast, mais c'est le grand retour de DC en haut de l'affiche avec le film Superman, dont on va faire une critique approfondie ici. On a décidé de le faire seulement maintenant parce que je pense qu'on va ne pas s'empêcher de spoiler. Maintenant que tout le monde a vu un peu le film, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans notre analyse ce soir pour ce petit podcast Superman. Je suis avec Clégan. Salut. Voilà, parce que c'est un film de gauchias, donc il me fallait bien ma gauchias préférée. Avec mon autre gauchias préféré, Monsieur Minuit, Midnighter. Salut. Hello. Et puis, puisque c'est Superman, on ne pouvait pas faire ce podcast sans Mocassin. Salut. Salut. Je représente. Je représente la droite, du coup, c'est génial, merci. Lex Luthor. Voilà, je représente Superman. On va peut-être donner d'abord un petit avis sans spoiler rapidement pour ceux dont notre avis les intéresse mais qui ne l'ont pas encore vu. Est-ce que quelqu'un veut dire très rapidement ce qu'il a pensé de Superman? Globalement, est-ce que ça vaut le coup au moins de le voir en tant que film? Alors, est-ce que ça vaut le coup de le voir en tant que film? Bah, je pense que c'est une question qui dépend de qui on est. Mais je pense que déjà, c'est un film qui, contrairement à... C'est pas pour taper sur ce qui s'est fait avant, mais je pense que c'est un film qui va s'adresser à un plus grand public que ce qu'a pu faire Man of Steel. Là, c'est un film qui laisse personne de côté. On peut y aller aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Là où les visions d'ici avant se concentraient plus sur un public ado, adolescent, adulte. Donc ça, déjà, je pense que on aura un film un peu plus fédérateur. Il ne faut pas hésiter à emmener les enfants, la famille, tout ça. Et en tant que fan, je pense que c'est une belle récompense, que ça vaut le coup d'y aller. En tant que non-fan, je pense que ça peut être une bonne découverte. Après, sans trop en dire, oui, je pense qu'on peut dire que c'est un film qui est très généreux, alors attention, c'est le gros mot, mais qui est très drôle, quand même. Là. Qui a de... être drôle. Bah oui, c'est pas d'ici, ça. Les valeurs ont changé. Mais non, puis il y a des acteurs, des alchimies qui fonctionnent bien entre les acteurs, ça c'est important de le souligner. Parce que c'est quelque chose qui a été important dès le début du casting. Donc on a des... Ouais, ça fonctionne très bien. Ou même le triangle même avec Lex fonctionne très bien. Donc je pense qu'il y a plein de raisons d'aimer le film. Alors il n'est pas parfait, mais je pense que c'est complètement le positif qui l'emporte pour le coup, tellement c'est généreux. Monsieur Minuit. Moi, perso, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Enfin, j'ai vu 3 fois depuis mardi soir, donc voilà, on en est quand même à ce niveau-là d'amour. Et c'est très rare chez moi que j'aille voir un film plusieurs fois. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment la sensation d'avoir vu un comics à la vie. On n'est pas dans les films de super-héros de ces dernières années, enfin depuis la vague MCU, etc., où on prend un élément, un petit élément, et on le met dans notre monde. Là, c'est vraiment en mode bonjour, voici. On reviendra plus sur le truc, bien sûr, je pense, mais c'est vraiment, on arrive dans un monde qui existe déjà, dans lequel les super-héros, les monstres, les super-vilains, c'est limite quelque chose qui arrive tous les mardis ou tous les jeudis quand tu vas chercher ton pain. Et ça, c'est déjà très cool. Et bon, après, derrière, on peut plus en parler, mais ouais, perso, c'est... Je pense que c'est un des meilleurs films de super-héros depuis la grosse vague de super-héros, même avant le MCU, en fait. Donc, voilà. Ok. Clégan, est-ce que tu es... Je nie pas ses défauts, attention. Je reconnais qu'il a quand même quelques défauts. Mais pour moi, derrière, c'est tellement généreux que c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, oui, c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord et je pense que toutes les critiques que vous avez vues sur Internet, de tous les sites, sont assez unanimes sur le côté renouveau, sur le côté lumineux, sur le côté un vrai film de comics et pas juste un film de super-héros. Si vous voyez un peu la différence qu'il y a entre les deux,
des vrais concepts qui normalement on ne voit que dans les comics, qu'on voit très rarement ailleurs parce que c'est très comics quoi, c'est très campy et ça peut être un défaut pour certains, on va en reparler, mais donc voilà, je pense que tout le monde ici vous conseille d'aller voir Superman, que vous soyez fan ou pas, c'est peut-être un film qui va vous réconcilier avec Superman parce qu'il n'y est pas. Je sais que souvent Superman, on le voit invincible, il ne l'est pas vraiment ici. Il a beaucoup de fêlures, tout ça, donc c'est très très intéressant. Et puis il y a une écriture des personnages qui fait vraiment plaisir à voir, et quand on est fan, c'est très satisfaisant de les voir. Mm. Mais justement, le perso de Superman, c'est quand même. On le voit énormément. Il y a très peu Clark Kent finalement, ça c'est un truc qu'on peut lui reprocher, évidemment. C'est souvent le cas finalement. Ouais, on va passer dans la partie spoiler là maintenant. Voilà, vous avez eu un petit avis rapidos. Donc oui, moi juste le point négatif que je dirais, que je donnerais au film, c'est le fait que le film déjà dure pas très longtemps, ce qui n'est pas un point négatif évidemment, mais il est vraiment hyper dense pour une durée de 2 heures. Donc ça fait qu'il y a vraiment quasi aucun temps mort, à part un dont on parlera plus tard, que par contre je trouve vraiment très réussi. Mais et ouais, donc c'est très très dense et ça s'arrête jamais. Et par moments, on aimerait prendre un peu plus de temps pour respirer un peu plus avec les personnages, parce que les acteurs font tellement un bon taf là-dessus. Et donc je pense que ça fait partie des défauts du film, ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'ai un ami qui allait le voir et qui m'a dit justement qu'il l'avait trouvé un peu long, un peu lent par moment. Alors j'ai pas bien vu où étaient les temps morts. Enfin, il y a, on va dire, la partie chez les Kent, c'est un moment où le récit s'arrête un petit peu, mais à part ça, bon, ça va quand même toujours vers l'avant, quoi. Bah pour moi, justement, la partie chez les Ken, c'est pas le moment où le récit s'arrête, c'est le moment où justement Clark réalise des choses sur le fait qu'il est plus humain que profondeur, on fera ça après. Donc on va pas trop, c'est pour ça. Ouais. Mais pour moi, le défaut principal du film, c'est vraiment sa musique. Enfin, où John Murphy se contente de réinterpréter le thème de John Williams quasiment durant 2 heures. Et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de thème marquant. J'ai pas deux nouveaux thèmes de Superman marquants, même si c'est vrai que c'est dur de se séparer de thème de John Williams quand on parle de Superman. Non, c'est vrai, c'est beaucoup de réorchestration, mais oui. Bon, elle fonctionne bien sur le moment, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est assez. Il n'y a rien de très innovant. C'était pas innovant, mais je trouve que. Enfin, moi, j'étais complètement contre le fait de réutiliser. Enfin, dans l'idée, contre l'idée de réutiliser un vieux thème, même s'il est iconique. Et au final, bah, déjà, dès la bande-annonce, j'ai été assez séduit parce que je trouve que c'est une reprise. Enfin, je trouve que John Murphy a réussi à bien se réapproprier le truc. Enfin, c'est vraiment moderniser le thème pour le rendre. On sent, si on connaît le thème original, on sait que c'est le même. Mais disons qu'il est assez bien modernisé pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit quelque chose de vieux si on ne le sait pas. Je suis d'accord. Et en point négatif, moi j'aurais juste dit peut-être une fin un peu rapide, un peu, je vais dire bâclée, c'est pas vraiment le mot, mais je pense que ça se termine trop facilement. Et c'est quelque chose qui aurait pu être évité, étant donné que c'est le début d'un nouvel univers. Donc on aurait pu se permettre d'avoir des conclusions moins... Comment dire, des conclusions moins heureuses, par exemple. Bon, on en parlera après. En vrai, il y a plein de trucs qui sont un peu... pas vraiment désamorcés, mais un peu mis sous le tapis au fur et à mesure du film. Ça aussi, ouais, je suis d'accord, c'est un peu dommage. Il y a des trucs qui ne se résout pas vraiment. En soi, l'histoire est pas. Enfin, moi, je la trouve pas extraordinaire, quoi. C'est vraiment les personnages qui portent le truc. Je pense que l'histoire en elle-même est pas spécialement incroyable. C'est beaucoup des manigances de Luthor, quoi, qui
qui fonctionne plus ou moins. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus que le film, pour moi, est pas extraordinaire, mais suffisamment bien écrit au niveau de la caractérisation des personnages pour que ce soit plaisant, quoi. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose ou sinon on va passer en partie spoiler? Bon, je pense qu'on peut passer partie spoiler. Moi, c'est Donc, bon. ça roule. Donc, attention, si vous n'avez pas vu le film, on va se permettre de rentrer dans les détails maintenant. Le premier point que je voulais mettre en avant, avoir votre avis, c'est évidemment, on le disait, c'est quand même le gros point fort, c'est le personnage de Superman qui est du coup ultra présent. Clark Kent, finalement, il est là un peu au début. On le voit comme d'habitude assez peu parce que Superman prend tout le temps d'écran. Mais qu'est-ce qui fait que ce Superman-là, il fonctionne particulièrement bien? Est-ce que quelqu'un... Bah, pour moi, je vais me permettre de commencer. Pour moi, c'est parce qu'il est humain avant tout. En fait, s'il a pas, c'est un Superman qui est vraiment à même de refléter ses émotions, qui va pas les cacher derrière un masque froid en mode non, je dois rester comme ça. Qui surtout, bah, comme on le voit bien, comme il explique à Loïs lors de l'interview, bah, je fais pas ça parce que c'est politique, etc. Je fais juste ça parce que c'est la bonne chose à faire et c'est tout en fait. Et qui derrière reste inflexible. Bah, peu importe comment il est discrédité, comment il est, comment il est terni en ligne ou autre, et au final il reste toujours égal à lui-même. Enfin, c'est le fameux principe de bah tu le tapes 10 fois au sol et il se relève encore la 11e fois, il te regarde en mode c'est tout. Enfin, et juste ça c'est cool en fait. Juste pour moi dès le début ou quand il tombe, il perd, le premier truc qu'il fait c'est bah je vais me soigner vite fait et après j'y retourne parce que il faut retourner en fait, je suis limite le seul à pouvoir le faire. Ouais, c'est assez évocateur le début. Ah, il y a un chat. Le jumpscare. Je suis trop fier. Le baltron du chat. Le baltron du chat. On va être censuré, ça y est. Ici, on est team chien ici, ok, pour ce live au moins. Non, ouais, je disais, c'est assez évocateur que le film commence avec Superman à terre, sur ce côté qu'il a des faiblesses, qu'on n'est pas sur le Superman invincible qu'on peut s'imaginer. Puis oui, il y a le côté très humain après qu'on voit sur la façon de voir, même plus qu'humain, sauver tout le monde. Vraiment, on le voit quasiment autant sauver, tenir des immeubles, voilà, sauver les écureuils comme dit Étienne, que de se battre en fait. En fait, il fait souvent plus comment dire, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de blessés, alors que c'est plus d'autres personnages qui vont se taper dessus, quoi. Ouais, bah même juste la scène contre le kaiju, notamment direct quand le kaiju commence à tomber, bah il se met derrière pour le rattraper, pour pas que ça fasse tomber sur l'immeuble par exemple. En fait, ça paraît bête, mais c'est juste en même temps, il pense à derrière aux autres actions, il essaie en même temps d'empêcher les dégâts et protège sa ville en même temps. Ouais, et pour moi, une grosse réussite, c'est le nombre de civils qu'on voit en fait. Ça, c'est une des choses qu'on avait complètement perdu chez DC depuis un bon moment, et je me rappelle un peu aussi quand même. En vrai, depuis le premier Avengers, on en voyait un peu dans le premier Avengers, mais par la suite, beaucoup moins. Et juste quand tu vois des gens normaux dans un univers de super-héros, ça t'ancre le récit en fait. Tu vois des gens qui sont comme nous, qui seraient comme nous dans cet univers. Et j'ai vu beaucoup de personnes lier le film au Spider-Man de Raimi. Et il y a un peu cet aspect-là, en tout cas, dans la façon dont les gens sont dans ce film, dans les civils, que je trouve qui pour moi est une des parties les plus intéressantes et plus emballantes du film. Ouais. Je suis d'accord. Superman avec des gens, en fait. Oui, c'est ça, ou même juste un super-héros qui sauve des gens. Enfin, ça paraît bête, mais c'est aussi, je vais comparer ça à Thunderbolts. C'est aussi un truc que j'aimais chez Thunderbolts, c'est le fait qu'il sauve vraiment des civils, en fait.
Enfin, c'est pas juste des super-héros qui règlent des conflits politiques, etc. Il y a derrière un vrai, une vraie ascension. Bah, tu sauves le monde en sauvant des gens au fur et à mesure, hein, une personne par une personne en fait. C'est tout en fait. Et c'est ça qui rend pour moi la chose, le film vraiment bon en fait, c'est qu'on a retrouvé le sentiment de ouais, c'est pas juste je dois arrêter le méchant, c'est non. Derrière, je dois aussi m'assurer qu'il n'y ait pas de victimes, que les gens sont en sécurité, etc. Ouais, Mais je tiens tout à quand même fait. aussi à applaudir Metropolis qui en 3 ans, depuis l'arrivée de Superman, a réussi à mettre au point tout un système d'évacuation ultra efficace pour arriver à évacuer la ville. Ça, c'est des petits trucs purement comic book, des petits classiques comic bookiens. Tout comme Gotham qui arrive à être évacué en, en une demi-journée dès qu'il y a une menace. Donc ça, c'est Après, toujours les Gotham, petits il y a une trucs. guerre civile tous les 2 jours là-bas. Donc, Oui. ouais. Mais bon, on voit bien aussi dans Superman, lorsqu'il y a Kajou, les gens qui prennent ça en photo, limite comme si c'était normal, comme si c'était un jeudi pour eux, en mode ouais, chef, excusez-moi, je suis en retard, pourquoi? Bah, il y a un monstre de 50 mètres de haut devant ma voiture. Je vais être en retard. C'est vrai qu'il y a plusieurs scènes comme ça de. Les mecs ne prennent pas forcément la peine de s'échapper tout de suite. Quand il y a Superman qui intervient, il y a un peu une confiance presque désabusée de ce qui peut arriver à Metropolis. Enfin, les civils, en tout cas, c'est soit ils se font sauver, ils sont très heureux de voir Superman. Là, je pense notamment Et le à Justice l'Indien Gang aussi, ils sont quand même assez contents de le voir, en fait. Ils sont quand même assez contents de les voir. Ouais, bah t'as ceux qui sont contents, ceux qui ont l'habitude, c'est des Parisiens, quoi. Ils ont l'habitude de voir des trucs arriver tout le temps. Et il y a Un peu ceux ça. qui suivent un peu trop les réseaux, qui changent d'avis, qui flippent à la moindre occasion. On en reviendra sur ce genre de truc. Ouais, ce Superman, je trouve que Corin Sweat, il y a un truc qui fonctionne vraiment bien. C'est qu'il a un visage beaucoup plus... comment dire on arrive mieux à lire son visage que d'autres personnes qui ont joué Superman. Je donnerai pas spécialement de nom, enfin j'ai pas, voilà. Juste que lui, je trouve que ses yeux, ils parlent vachement pour lui, et que c'est un Oui, Superman très très émotif pour le coup. Ouais, il est plus ouvert, plus expressif que même. Enfin, moi, par exemple, j'aime énormément Tyler Hoechlin, je sais pas comment on dit. Hoechlin, je pense. Hoechlin, ouais. Je trouve que c'est, enfin, moi, ça, c'est mon Superman préféré, je pense. Mais c'est vrai que il gardait un côté un peu stoïque en tant que Superman, qui là disparaît complètement avec Corin Sweat, qui est vraiment un humain, quoi. Enfin, il cache rien. Et on sent vraiment que le but de Gunn, c'était vraiment de le rendre le plus accessible possible, le plus normal possible. Et je pense qu'il a bien joué son coup avec ce Superman, parce qu'il arrive à concilier les fans de comics en gardant toutes ces valeurs qui font qu'on l'aime, et en même temps à s'adresser aux gens qui ont une image de Superman un peu désuète, en mode il est trop parfait, il est trop invincible, trop, voilà, il est trop tout pour être intéressant. Et on voit que sa volonté, c'est de dire non, regardez, quitte à diminuer la puissance de Superman. Je pense c'est le Superman le plus faible qu'on a vu depuis un petit moment, j'ai l'impression. Et dès le début du film, il nous le montre déjà. Première scène, il en sent, il a perdu. Donc je trouve il met vraiment. Et d'ailleurs, il y a des gens qui critiquent le fait qu'il se fait un peu trop marbrer la tronche dans le film. Ouais, Après, il s'est quand même marbré la enfin, tronche par des êtres qui sont au même niveau de puissance que lui. Donc voilà, c'est. Oui, mais voilà, mais il y a une volonté de Gunn vraiment de le rendre très vulnérable. Enfin, de l'amener à notre niveau, sans pour autant que ce niveau soit comment dire, c'est l'amener à un niveau d'humanité, mais pas l'amener à un niveau de cynisme, parce que on pouvait avoir ça, et que moi c'était un peu ce que je ressentais avec l'ancien Superman, c'est qu'on essayait de le ramener à notre niveau, mais le niveau très cynique de l'humanité, le niveau très... Enfin voilà quoi, par exemple quand il disait personne ne reste bon en ce monde, voilà quoi, c'est-à-dire que là il l'amène au niveau d'un humain, mais d'un humain dans ce qu'il a de bon. De toute façon, c'est quelque chose qui... Dans ce que l'humanité a de mieux, et c'est ça pour moi qui est Superman. Superman représente le mieux de l'humanité en fait. Il représente toujours celui qui sera vers l'avant, quoi. Enfin...
toute façon, c'est quelque chose qui est mis en avant largement dans le film avec la discussion avec Loïs à propos du Pencroc. Le fait que... Enfin voilà, vous voyez la scène, et c'est vraiment quelque chose qui est mis au cœur du film, c'est ramener l'humanité, ramener la gentillesse, ramener toutes ces valeurs-là comme quelque chose de central. Et personne ne peut faire mieux ça que Superman au final. Donc ça recentre les films de super-héros sur ce que ça a d'essentiel. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est par rapport à Crypto, justement, c'est même si, ok, c'est son chien, etc., mais derrière, ça reste son chien, et du coup, ça permet de mieux le lier en tant qu'humain, parce qu'il a les mêmes problèmes que n'importe quelle autre personne qui garde un chien, en fait. Le chien ravage sa maison, et dès qu'il disparaît, il est en mode, ouais, je l'aime pas, mais au final, ouais, non, j'ai passé toute la journée à le chercher, quoi. Enfin, oh, ça, la méduse interdimensionnelle, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a plus important, en fait. Non, c'est vraiment un truc cool. Il se bat quand même pour lui. Enfin, je trouve que ce qu'il a de plus que les autres Superman, celui de Coran Sweat, c'est qu'il est beaucoup plus émotif. Là, on disait justement, il y a toujours ce Superman un peu sûr de lui, qui contrôle toujours la situation. Je trouve que c'est même le cas dans les comics, il est toujours très... Enfin, c'est un modèle pour tout le monde. Et dans les comics, pour moi, il le sait, et il essaye de garder cette image intacte. Là, c'est un Superman relativement jeune, même si voilà, ça fait 3 ans qu'il exerce, on va dire. Et il a quand même ce côté... il a une candeur, mais voilà, quand Crypto est en danger, ben, il s'énerve pour de vrai. Quand Loïs le pousse un peu à bout, ben, le ton monte aussi. Enfin, c'est pas juste quelqu'un qui a toujours le contrôle de soi. Et pour moi, c'est assez rare de voir un Superman comme ça, et ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est plus intéressant de voir un truc comme ça. Enfin, c'est con parce que moi, pendant le film, évidemment, je réfléchissais à ce qu'on allait pouvoir dire et tout sur les sites. Et je me disais, ouais, quand même, là, c'est bien, c'est un Superman, il est amoureux, il est en colère, il a peur. Et au moment où je me dis ça, genre 10 minutes après, t'as Superman qui le dit vraiment mot pour mot, ouais, moi, je suis amoureux, j'ai peur, je suis en colère. Donc, il m'a un peu cassé mon truc. Surtout que, bon, ça, pour le coup, je dirais que c'est un défaut aussi, c'est que voilà, quand c'est Superman qui dit ça de lui-même, ben, alors que t'es censé l'avoir compris en regardant le film, c'est un peu... Là, Oui, bon, après, il faut pas oublier que le film, ça reste quand même à la base un public qui n'arrive pas à comprendre que The Boys, c'est du second degré, c'est pas que Homelander n'est pas le héros de la série. Donc, voilà, c'est... Il y a ça aussi pour moi, il y a aussi le fait que ça prenne vraiment le contraire de tous les aspects anti-héros, etc., et que c'est vraiment juste le héros pur, quoi. Enfin, le héros, bah, quand Mr. Terrific tue le Kajul, la première chose de Superman, c'est, bah, non, enfin, il y avait peut-être une autre solution, en fait. Son premier réflexe, c'est de dire vraiment, non, en fait, pourquoi t'as fait ça, en fait? À la fin, Lex, il lui dit, ouais, un jour tu comprendras peut-être et tout. Enfin, dans le sens, peut-être que tu arrêteras d'être un enfoiré un jour ou l'autre. Enfin, il ne désespère pas de Lex Luthor, alors que Lex passe vraiment tout le film à juste le nuire, mais genre vraiment personnellement, il n'y a aucun autre objectif, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'on peut passer un petit peu sur l'écriture de Lex. Lex Luthor est quand même genre tous les plans qu'il peut avoir, ce qui se passe dans ces pays fictifs, ce qui se passe à Metropolis, tout est en fait juste un moyen de se débarrasser de Superman, quoi. Et ça, c'est quand même pour son ego personnel. Ouais, non, mais vraiment, Lex Luthor, j'ai vraiment beaucoup aimé, et vraiment, j'ai le sentiment de voir Lex Luthor des comics, mais un Lex Luthor très, un petit peu presque Silver Age, avec tous les aspects science-fiction, où, bah ouais, il est très intelligent, bah la preuve qu'il est très intelligent, il a créé un univers de poche, il a fait ça, enfin, tout ça, c'est pour moi, c'est vraiment de la science-fiction que Gunn assume de bout en bout en disant, ouais, on est dans un univers super-héros, donc oui, ça veut dire qu'en face, les gens sont suffisamment intelligents pour faire ça. Il y a quand même des idées très Silver Age aussi, qui sont un peu farfelues, ou, enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit autant Silver Age, pour le coup des singes, haters, tu vois, ça c'est vraiment une idée que tu aurais pu voir dans les années 50. Si l'informatique avait existé à ce moment-là, mais ouais. On sent beaucoup l'inspiration All-Star. Hein. L'inspiration Morrison, avec un univers qui va
où tout est vraiment possible, où les concepts de science-fiction sont poussés au bout, enfin où c'est ordinaire quoi. Où l'extraordinaire est devenu complètement ordinaire. C'était ça, et c'est littéralement au point quand Mr. Terrific s'en aperçoit et je le vois littéralement être en mode de ah, ok, il a vraiment fait ça. Genre limite ça le surprend même pas en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il a peut-être déjà vu en fait, qui est pas étonnant en fait. Donc ouais, pour moi et aussi Nicolas Hoult, il le joue incroyablement bien. Ce mec qui est un hater de bout en bout et qui a décidé de dédier sa vie entière à juste ruiner juste un mec qui veut juste être gentil en fait. Il le joue vraiment super bien. Et en plus, les quelques scènes qu'il partage avec David Corenswet, ils ont tous les deux vraiment aussi une super alchimie. J'ai bien aimé le contre-pied qui est fait par rapport au film de Donner et au film de Singer, où on avait un Lex Luthor qui avait avant tout ses ambitions personnelles. Dans les deux films, son but c'était de posséder davantage de terre. Dans le premier Superman, je sais plus exactement c'était quoi le plan, mais dans Superman Returns, dans Superman 1, c'était de provoquer le séisme de la faille de San Andreas pour que toute la partie des désertiques qu'il ait acheté devienne soit la seule partie habitable de Californie, en sachant que c'était des parties qu'il venait d'acheter. Voilà. Et dans Returns, il veut créer sa propre île, son propre pays. Et là, en fait, pendant longtemps, pendant le film, on nous fait croire que c'est à nouveau son but, c'est d'avoir une partie d'un pays. Et en fait, ça, à la fin, ça prend le contre-pied, ça fait non, en fait, c'était pas ça mon but principal. Mon but principal, enfin ça, c'était juste une façon de t'atteindre toi, Superman. Et donc ça remet vraiment son obsession en premier plan, quoi. C'est vraiment, il y a tout le reste est secondaire, tous les trucs énormes qu'il peut faire, c'est vraiment juste pour Superman. Et j'ai trouvé ça très convaincant. Enfin, puis son petit speech où il dit pourquoi il déteste Superman, c'est très classique pour un lecteur de comics. Hein. Enfin, on connaît très bien ça, mais c'est comment dire, c'est bien de remettre ça au centre du personnage, et ça fait que c'est une des meilleures versions de Luthor je sais pas s'il y a eu une inspiration du Luthor de Azzarello et Bermero, mais j'ai l'impression qu'il a globalement bien compris le personnage de la même façon, quoi. J'ai cru comprendre qu'il avait eu le comics. À la fin du film. J'ai cru comprendre qu'ils avaient tous lu All Star Superman aussi, d'ailleurs. Oui, bah ça. Ça, c'est un petit peu obligatoire. Enfin... ça paraissait évident. De toute façon, James Gunn, il en a tellement parlé de ce comics qui s'en est servi d'inspiration, tout ça. Même s'il n'y a rien de très littéral qu'il y a dans All Star de mémoire. Mais dans l'esprit, quoi, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Mais ce qui est cool pour le lecteur de comics, c'est qu'on sent on voit d'où viennent toutes les inspirations, sans pour autant que ce soit des inspirations, des adaptations littérales de certains éléments. On sent les inspirations. Moi, j'ai un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le retour au Superman Golden Age, très impulsif, et qui n'hésite pas à prendre un dictateur, le dirigeant d'un pays, et de le choper par le col et de lui dire bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, quoi. J'ai bien aimé retrouver ce Superman là, même si on le voit pas, c'est raconté, on le voit pas, mais j'ai beaucoup aimé parce que clairement ça fait référence notamment à cet épisode où il prend deux chefs de nations rivales et il les fait discuter il les force à discuter pour établir la paix. On sent clairement cette inspiration-là, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça rentre parfaitement bien de ce côté, ce Superman beaucoup plus expressif. C'est-à-dire que même, c'est quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas, mais finalement ce Superman est assez impulsif. Ah oui, non, mais c'est pas un défaut pour moi qu'il soit impulsif, parce que une fois de plus, ça souligne son humanité en fait. Enfin, et même pour moi, le super-héros qui est plus froid et calculateur, c'est la chauve-souris de Gotham, c'est pas l'homme solaire de Metropolis, quoi. Et il est jeune aussi. Oui, même si ça fait que 3 ans. Bah après, ça fait que 3 ans, mais ça empêche qu'il a déjà fait face à suffisamment de menaces. Enfin, notamment, on s'est dit qu'il a déjà fait face à la kryptonite verte. Très probablement Bloodsport ou d'après le livre préquel, sans doute Metallo aussi. Metallo, ouais. Après, faut oublier que si de Suicide Squad est aussi canon, c'est peut-être Bloodsport qui l'a foutu aux urgences avec une balle en kryptonite. D'ailleurs, en parlant du prequel, si jamais ça intéresse quelqu'un de le lire, c'est publié en France chez Bibliothèque Verte pour 6 € et quelques. Donc c'est disponible, c'est trouvable facilement. Ok.
Merci. Mais ouais, il y a, comme je l'avais dit aussi, c'est quand Crypto se fait. Enfin, on ne sait pas où est Crypto, il déboule dans le bureau de Lex, il passe pas par la porte, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu en colère, il a un mélange de peur, de colère qui profite un peu à Lex, du coup, puisqu'il lui dit vous avez vu, c'est quand même quelqu'un de. C'est un méchant alien, voilà, mais sur le coup, il réfléchit pas tant à son image, parce que le principe, c'est juste de vouloir que son chien, que le chien de quelqu'un soit en vie et en bonne santé, quoi. Oui. Et justement, Crypto. Qu'est-ce que vous avez pensé de Crypto? Clégan, qu'est-ce que tu as pensé de Crypto, le chien? Oui, j'ai beaucoup aimé Crypto, c'est très cool. Moi, je pense que quelqu'un qui est très attaché à la version comics dirait oui, il ressemble pas au chien hyper noble qu'on peut voir dans les comics, mais j'avoue que je m'en fous en fait. C'est un chien. Et je trouve que ça servait très bien le film d'avoir un chien hyperactif qui tient pas en place et qui est un peu un sup si tu l'as comme chien à garder. Et ouais, mais je trouve que c'était cool, il était mignon en plus. Les FX pour le coup sont incroyables, je trouve. Même pour vous savez, le chien qui sauve du kaiju, ouais. du kaiju. Je trouve que les FX sont incroyables. Ouais, de ce côté-là, les effets spéciaux sont top. Et ouais, voilà, moi, Crypto, j'ai trouvé que c'était très cool. Je pense que c'était une bonne chose de centrer la promo dessus. Voilà. Il est ultra important, en vrai, ce chien. Dans le film, je pense que c'est peut-être pas le personnage qui a le deuxième personnage qui a le plus de minutes à l'écran, mais quand même, je trouve qu'il est souvent là. Il sert vraiment le scénario régulièrement, pas Oui, juste il sert aussi à faire avancer l'arc de Clark aussi dessus. Enfin, à lui rendre compte qu'il est humain au fond, en fait. Et ouais, c'est un chien que je dois garder, qui est chiant, mais voilà quoi. Je l'aime quand même. Moi, j'ai pensé à John Wick directement. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet John Wick. T'as pris mon chien, mais puis il se met vénère du coup. C'est facile, le spectateur, il est tout de suite de ton côté quand on a fait du mal à ton chien, que tu viens péter la gueule à des gens parce qu'on a fait du mal à ton chien. Forcément, tu vois, le spectateur, il est de ton côté, quoi. Non, et même j'aime bien durant la bataille finale quand Terrific lui dit mais mec, t'as ramené ton chien, les vaches quoi. Non, c'est cool. Même Superman, il arrive pas à tenir la route, quoi. Et ça, c'est comme on l'a dit avant, ça l'humanise. Crypto, c'est un peu comic relief, mais pour une fois qu'un comic relief n'est pas énervant, puisqu'il ne parle pas. Donc il ne peut pas trop parler. C'est pratique. Tant mieux. Alors qu'il aurait pu. Vous n'avez pas eu un sentiment de too much avec Crypto? Parce que je sais que c'est ressorti parfois. Moi, je l'ai ressenti un petit peu quand même. C'est-à-dire que c'est très bien de le voir, mais on le voit toujours souvent dans les mêmes circonstances. Et j'ai vu certaines critiques qui disaient qu'il désamorçait un peu trop les situations. Moi, là où ça m'a un peu dérangé, il y a le face-à-face contre Luthor à la fin. La confrontation entre Superman et Luthor, on ne peut pas aller jusqu'au bout parce que c'est arrêté par le chien. Et un autre moment où ça m'a un peu dérangé, pas forcément dérangé, mais où j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage, c'est que quand il se bat contre Ultraman et qui dit le cerveau bat les muscles, je m'attendais à ce qu'en fait il ait trouvé qu'il y ait un petit éclair de génie. En fait, c'est juste qu'il siffle pour son chien, quoi. Enfin, je trouve ça un peu facile. C'est comment dire, l'apparition de Crypto est un peu trop automatique à mon goût. Et je pense que dans cette scène-là contre Ultraman, j'aurais bien aimé qu'on voit aussi un peu que Superman sait réfléchir. Justement, il sait réfléchir, j'attends un peu mes fois. Il sait réfléchir parce que s'il dit à Crypto, débarrasse-moi des caméras en fait. Enfin, il comprend. Enfin, c'est peut-être le défaut de Lex Luthor d'avoir un peu trop parlé. Et justement, j'aime bien le fait que Crypto interrompt la scène, la confrontation à la fin. Parce que ça évite le cliché du super méchant qui fait son discours à la fin. Non, mais j'ai gagné, mais j'ai peut-être perdu, mais je reviendrai, machin. Et puis de toute façon, Lex Luthor va juste répéter, se contente juste de répéter à Superman ce qu'il lui a déjà dit en fait.
Ouais, mais justement, ce qu'il lui dit, c'est pas. Enfin, ce qui est intéressant avec Luthor, c'est qu'il a jamais complètement tort dans ce qu'il dit. Enfin, et donc, ça serait bien aussi de voir Superman un peu touché par ce que Luthor a à lui dire. C'est pas. Enfin, c'est un méchant un peu cartoonesque dans le film. Il a un côté un peu cartoonesque, mais ça n'empêche pas que Luthor est un personnage qui a des choses à dire et qui est censé avoir une relation assez profonde avec Superman, l'air de rien. Je trouvais ça dommage de casser ça. De casser ça. Et de la même façon, je trouvais ça dommage qu'il soit arrêté et que les gentils gagnent complètement et qu'on n'ait pas quelque chose plus en demi-teinte, surtout qu'on est sur un univers partagé où il sera amené à revenir, j'imagine. Donc je pense que c'était pas forcément nécessaire de s'en débarrasser directement et donner une fin un peu plus douce amère. J'aurais peut-être trouvé ça plus pertinent. Bah, pour moi, vu que tout le film est pensé vraiment comme une histoire de comics, ça me dérange pas que ça se finisse sur Lex Luthor est en prison, Superman est content. Voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis des fois, avoir juste une fin qui soit juste bien et pas juste en mode douce amère parce que le méchant est déjà en train de penser à la suite de sa vengeance, enfin machin. C'est pas grave. Et de toute façon, oui, tu l'as dit, c'est sûr que Nicolas Hoult va revenir en tant que Lex Luthor. Gunn l'a pas gaspillé pour un seul film, donc c'est sûr que la relation, pour moi, c'est sûr que la relation Clark-Lex, enfin Superman-Lex, va largement avoir le temps d'être creusée dans toutes les potentielles suites et ou films spin-off du DCU, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Pardon, vas-y, Clé. Genre, c'est un cartoon de 2 heures pour moi, ce qui n'est pas un défaut dans ma bouche en tout cas. Mais pour moi, tu pourrais avoir une adaptation de ce film dans la série animée Superman de. J'ai plus la date, mais c'est des 90, je crois. Ouais, 90. De Bruce Timm, quoi. 90. Ouais, de Bruce Timm, oui. Effectivement. Ça me choquerait pas. Genre, pour moi, le film a un aspect cartoonesque de toute manière. Donc, mais justement, je trouve que là où je peux rejoindre Moka, c'est que je me rappelle encore de la première confrontation Superman-Lex Luthor dans la série animée. Et elle y est aussi dans les comics, c'est quand elle se termine, Lex Luthor ne finit pas en prison. Et il y a cette scène genre monumentale où Superman il est derrière la vitre et il lui dit je vais faire attention à toi, enfin je vais te surveiller. Et moi elle est aussi dans Lois et Clark, elle est dans plein de trucs quoi. Mais celle de la série animée de Bruce Timm, elle m'avait marqué. Et c'est vrai qu'il y a ce côté Luthor finit pas en prison, il arrive quand même à s'en sortir. Et Superman qui est à son niveau, à son échelle, alors que lui il est dans son grand building et tout. Enfin, c'est vraiment une scène bien construite, bien écrite. Et ça aurait été cool de la voir aussi dans ce film-là à la fin. Et de la même manière, je trouve ça dommage, je me dis un peu sur Ultraman, qui du coup était pas un twist de malade mental. Hein. On se doutait tous un petit peu de ce qui allait se passer avec lui. Et pareil, je trouve ça dommage d'avoir raté l'occasion, en fait, d'avoir fait un Bizarro pour de vrai. Parce que je trouve l'histoire tellement bien. L'origine de Bizarro avec un Superman, avec ce faux Superman qui prend sa place mais qui se détériore avec le temps. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux pas faire avec celui-là. Enfin, s'il pourrait revenir, tout ça, mais je pense qu'il n'y aura pas le même impact. Pour moi, le Savior, c'est un setup pour un futur Bizarro. Oui, ouais, pareil. Bizarro World. Je suis désolé, mais il finit dans un trou noir et la rivière qui l'amène, c'est des trucs de protons qui sont cubiques. Hein. Pour moi, il y a qu'un seul endroit où tu finis, c'est sur Bizarro World. Hein. Tu fais pas 2 films Superman avec 2 fois un clone de Superman. Ah oui. Moi, j'ai la flemme de. Non, mais tu ramènes Bizarro en tant que premier antagoniste du film pour commencer le film. Enfin. Après, dans un autre projet. Ou dans un autre projet. Enfin. Dans un troisième film. S'il revient, ça serait dans autre chose que Superman, je pense. Ouais, parce que grosse flemme de faire Superman 2, c'est de nouveau un clone qu'il faut taper, quoi. Ça, mais justement, pour moi, je pense que c'est intéressant, c'est que Superman peut arriver à se débarrasser de Bizarro sans devoir le taper, en fait. Enfin. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, il y a quand même cette idée on a recyclé la menace physique principale
Alors vraiment, si ça sert de tremplin à quelque chose d'autre, genre ok, il va sur Bizarro World, mais genre 15 minutes, pas plus, et puis il y a quelqu'un là-bas et ça continue ainsi de suite, quoi. Mais pour moi, sinon, c'est dans Supergirl, à la limite, si vous voulez, on peut le revoir, mais dans autre chose, quoi. Mais je trouve que faire un Superman 2 juste sur Bizarro, la flemme. Non. quoi. Non, mais j'ai Superman pas trop 2 non plus. uniquement avec Bizarro, j'y crois pas trop, mais tu peux facilement l'intégrer comme petit antagoniste au début. Dire bah voilà, il existe toujours, il est encore juste, il s'est entièrement détérioré, il est passé dans un autre univers, il est devenu encore plus stupide qu'il était. Et ça marche. Enfin, Mais Pour moi, j'ai en l'impression plus, qu'on c'est était. trop tard. Pardon. Vas-y. Non, c'est juste, moi j'aime bien le Bizarro clone de Superman, pas Bizarro World, vraiment juste l'idée de base, et je trouve que ça, du coup, tu peux plus le refaire, et je trouve ça gâché, tu vois. C'est juste ça. Mais j'ai l'impression qu'on était un peu dans une impasse avec Ultraman. Il y a eu tellement de théories, mais des théories qui étaient toujours fumeuses. Enfin, c'était jamais très satisfaisant. Et du coup, forcément que la vraie révélation, qui était au final, ultra attendue. Enfin, vraiment, il est pas allé chercher loin. Et du coup, oui, c'était anti climatique. Je sais pas Ouais. si ça se dit, mais on était dans une impasse, et en fait, là où ça aurait été intéressant, c'est que Gunn aurait pu justement avoir l'idée que les autres n'ont pas. Et à aucun moment il essaye de nous surprendre. Et parfois c'est intéressant. Là, par exemple, la scène où Superman et Lois discutent, et qu'en fond, t'as un alien qui est géré par le Justice Gang. Comme cet alien, il était sur la première photo de Superman, et ouais. tout le monde a mis des théories de malade sur qui c'était, pour qu'au final ce soit personne. Ça, c'était malin. Mais Ouais. du coup, faire ça 2 fois sur l'alien, puis sur Ultraman derrière, c'est un peu dommage. Ouais, mais après, t'écris pas un vilain pour contrer les mecs qui font du theory crafting, quoi. Genre, Non, mais je veux dire, c'est pas très imaginatif, c'est ça le problème, tu vois, Enfin, d'Ultraman. tu retournes pas ton film, tu retournes pas ton troisième acte parce que les gens sont en mode ah c'est un clone. Ah non, enfin. Non, pas du tout, mais c'est juste que c'est très facile comme idée, et c'est pas très intéressant, quoi. Oui, Le clone, après, bêta, bon voilà, quoi. après ça se comprend, mais en même temps c'était le seul moyen d'opposer un adversaire vraiment physique à Clark à ce moment-là de l'histoire. Parce que concrètement, ça nous dit que c'est le seul extraterrestre sur Terre, c'est-à-dire que il y a pas de Martian Manhunter, ils ont jamais été en contact avec des êtres comme Mongul, la Terre a jamais été encore envahie. Starro Donc de quoi? Starro Oui, ou même Starro, Ouais. ils l'ont eu. Oui, mais Starro, alors déjà, ça reste un petit peu. Starro, ça reste un peu compliqué dans le sens où ça reste quelque chose que le gouvernement américain a plus ou moins caché. C'est un truc, le gouvernement américain l'a chopé dans l'espace, l'a planqué dans un de leurs labos secrets. Et je pense qu'ils sont arrangés pour que médiatiquement, ça sort pas de son presque en fait. Oui, mais on nous fait comprendre justement qu'ils sont habitués aux aliens. Enfin, pour eux, c'est normal. Enfin, Superman, il intervient même pas tellement c'est habituel qu'il y ait un alien qui arrive là et qui se fasse gérer par notre héros, quoi. Un alien du style un kaiju ou une méduse interdimensionnelle, mais pas une menace du niveau de Starro, pas une menace d'un niveau comme Mongul ou parce qu'il faut dire son nom, Darkseid concrètement. Enfin, c'est pas un truc que cette planète a déjà connu en fait. En bref. Je sais même plus pourquoi on était parti là-dessus. Je sais pas non plus. Sur le clone, on était parti sur le clone. Ah oui, oui. Après, Bizarro, il est caché, c'est plus pour les personnages du film que pour les spectateurs, quoi. Ils auraient pu juste l'appeler Bizarro, l'appeler Ultraman pour essayer de brouiller les pistes, alors que bon. Oui, un peu bizarre. Il n'y a pas de Justice League qui est qui est Ultraman et tout ça. Pour moi, en fait, Lex Luthor l'a appelé Ultraman par orgueil parce que Ultra c'est supérieur à Super. Dans les superlatifs, c'est tout en fait. C'est juste un niveau d'ego. Il a juste créé un clone. Il dit il est forcément supérieur. Enfin, je crée un super-héros qui est supérieur à Superman. Comment dans le dictionnaire, qu'est-ce qui est supérieur à Super? C'est Ultra. C'est Ultra ou Hyper. C'est des prétextes, mais on ne lui en tiendra pas rigueur. Oui, non, mais c'est. Si on estime que ça c'est un défaut, c'est qu'on est vraiment déjà loin dans le chipotage. Pas important, mais c'est vrai que c'était un peu un secret de Polichinelle. Il n'y a pas l'effet qu'il essaye de créer, le film.
ne fonctionne pas quand on dévoile que c'est juste Corin Sweat avec des cheveux longs. Mais bon, bref, c'est pas grave. Non, par contre, dans ce qui marche, je pense qu'on peut un peu parler de déjà le Justice Gang, dont Mr. Terrific, qui pour moi est un des gros points forts du film. Je trouve que l'acteur, dont j'ai pas le nom parce que j'ai pas fait mon taf, c'est Ayo quelque chose, je crois. Je sais plus. Le mec de X-Men. Ouais, mais C'est Eddie Gattegui. Gattegui, c'est ça. Je trouve qu'il fait un taf de fou. Pour moi, la scène avec les soldats de Luthor, et c'est là qu'on va parler de Guy Gardner, effectivement. La scène avec les soldats de Luthor où il les attaque avec cette sphère, elle est vraiment trop cool. Pour moi, c'est une des meilleures scènes d'action du film. Oui, complètement. C'est même, je pense, la mieux réalisée. Ouais, elle est pour lui, quoi. Ouais. Et je trouve que le personnage est vraiment trop cool. C'était important de le mettre en avant parce que c'est clairement le moins connu. Celui où il y a le. Enfin, je dis pas qu'il y a plus de gens fans de Guy Gardner que de Mr. Terrific, mais Green Lantern, les gens. Certains ont déjà quand même une idée. Au Girl aussi, les gens ont une idée de qui elle est. Le nom peut parler un peu. De ce qu'elle peut faire. Mais Mr. Terrific, c'est quand même quelqu'un que si t'as pas lu de comics, si t'as regardé la CW, ok, tu le connais. Et t'as de la chance. Mais je veux dire, à part eux et ceux qui lisent les comics, il brille pas trop dans les autres médias. Donc c'était important de le rendre. En plus, c'est comme il le dit, c'est un peu l'intello du groupe, mais c'était important de le rendre, important. De montrer ses capacités. C'est pas juste un mec qui est fort avec les ordis. C'est quand même le troisième mec le plus intelligent du monde, c'est-à-dire qu'entre Lex et lui, il y a juste Bruce, et puis voilà, ça veut dire il est quand même pas très loin de Lex, quoi. Et du coup, c'était, je pense, important de créer cette scène-là, de le rendre plus important que les deux autres en termes de scénario, tout ça, et d'avoir un mec aussi intelligent que Lex pour essayer de contrecarrer les menaces de Lex, c'était primordial presque. Ouais. Non, ouais, Mr. Terrific, j'ai beaucoup aimé aussi par rapport aux scènes d'action. J'ai un peu dire, c'est aussi. Même celle de Mr. Terrific est très cool aussi par rapport à toutes les scènes d'action. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que toutes les scènes d'action sont relativement différentes. C'est jamais deux fois la même qui se répète en fait. C'est jamais Superman s'en sort exactement de la même façon. Il y a toujours une petite variante en fait. Il y a beaucoup Superman qui soulève des trucs. Mais oui, ça c'est normal. Et Crypto qui vient. Encore Crypto, c'est vraiment que sur la bataille finale en soi. Hein. Parce que contre le Kaiju, il est pas là. Contre le marteau, il est pas là. Dans le camp, il est pas là non plus. Donc voilà, à la rigueur contre les 2-3 Raptors dans l'univers de poche, mais c'est tout. Enfin... Là, Terrific, sa scène aussi, elle est très James Gunn pour le coup. Je pense que c'est la scène la plus James Gunn du lot. Je parle évidemment parce qu'il y a de la musique. C'est la seule fois où il se permet une musique extra-digétique, un peu. Une needle drop. Pour le coup. Parce qu'il me semble qu'on. Oui, tu vois un poste de radio qui joue la musique. Oui, c'est vrai. Mais je voulais dire un needle drop, tu vois, une musique. Oui, c'est une scène à la Gunn, en fait. Ouais. Complètement en plan séquence, tout ça, c'était... un peu comme son Gardien 3 où t'as littéralement une scène d'action qui est comme ça en fait. Oui, même les scènes avec Yondu en général, c'est un peu le même principe en plus. Oui. De contrôle des objets qui font la moitié de ton taf, et puis toi tu fais une chorégraphie avec ton équipement, quoi. Ça ressemblait beaucoup à des scènes qu'il aurait pu faire avec Yondu, mais du coup ça marche quand même très très bien. Et aussi, ce qui marche très bien, c'est que la caméra reste fixe à côté de Lois Lane, en fait. C'est que c'est vraiment plus Lois qui voit ça de son point de vue d'être humain normal, en fait. Ouais, donc, clairement, on partage son point de vue parce que beaucoup vont découvrir Mr. Terrific à ce moment-là, comme Lois. D'ailleurs, Lois, qui est pas censée être elle est subjuguée par ce qui se passe. Je crois qu'elle dit même holy shit. Attention, peut-être le seul gros mot du film. Alors qu'elle connaît Superman, je veux dire, normalement t'es plus impressionné par quoi que ce soit si t'as connu Superman. Ouais, mais c'était plus stylé qu'un mec qui donne des gros coups de poing. Certes.
Ouais. Non, mais voilà, du coup, il y avait vraiment ce truc de point de vue du spectateur. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi à ça que servent Loïs, Jimmy, tout ça, hein, évidemment. Mais ouais, c'est une super scène. Celle de Guy Garner est quand même cool aussi. Mister Terrific, je l'ai trouvé un peu. Enfin, il était très bien, mais il paraît presque terne à côté de tout le reste qui est très coloré, très fantaisiste. Et lui, c'est le mec qui se prend le plus au sérieux de tout le film, en fait. Ouais. Et ça crée un décalage qui est pas inintéressant, mais qui est un peu bizarre. D'autant plus que, en fait, on nous dit pas bien qui c'est. Enfin, c'est pas grave de pas dire qui c'est, mais moi, j'ai pas bien cerné qui c'était dans le contexte de cet univers-là. Parce que son intelligence, ok, on nous dit que c'est l'intello, mais on sait pas à quel point. Enfin, ça aurait été bien de lâcher justement que c'est le troisième homme le plus intelligent, de le lâcher à un moment, tu vois. On sait pas pourquoi, si c'est un mec aussi sérieux, pourquoi il s'appelle Mister Terrific. Enfin, ça crée des trucs, des dissonances qui sont un peu curieuses. Et bon, là, c'est typiquement en tant que lecteur de comics, mais moi, je me suis demandé, mais normalement, il est pété de thunes, et pourquoi il travaille pour Max Lord, du coup. Enfin, j'imagine que c'est pas le cas là, mais. Ouais, je pense aussi. Bah, en fait, pour moi, c'est un petit peu. Justement, c'est même une fois de plus comme dans les comics. C'est que tu vois le personnage qui vient d'ailleurs, tu sais pas d'où il sort, comme c'est un univers qui existe déjà depuis 300 ans en termes de super-héros, etc. Pour moi, c'est pas choquant qu'il arrive là. C'est limite plus le guest qui vient dans ta série de comics de temps en temps, en fait. Oui, bien sûr, Non. mais tu vois, Guy Garner, tu comprends, tu comprends très bien avec sa personnalité, avec son costume et tout, enfin, tu comprends très bien qui c'est. Et je trouve que Mister Terrific, on cerne moins qui c'est. Après, on le reverra sûrement plus tard. Hein. Oui, c'est quasi sûr. D'ailleurs, Gunn a dit qu'il y avait potentiellement une série Mister Terrific qui était en. Ouais, j'ai vu. Mais voilà, pour un mec qu'on voit autant, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne sache pas tant que ça qui c'est, pour un mec qui est autant mis en avant. Après, pour ce qui s'agit de ses émotions, tout ça, tu as dit qu'il était très sérieux. Je pense que son masque l'empêche d'avoir d'autres émotions que juste une resting bitch face. Et après, il sait aussi. Non, mais après, il sait aussi s'énerver en fait. Enfin, quand Lana vient le voir sous la tente, il dit vous avez vu ça? Bah oui, sans blague. Écoute, t'es bien gentil, mais là tu vois pas que je suis occupé justement à essayer d'empêcher la faille de s'ouvrir. Enfin. Peut-être qu'il se prend aussi très au sérieux dans le rôle de stratège du Justice Gang, parce que bon, Guy Garner, aussi sympa soit-il, c'est clairement pas le couteau le plus affûté de ton tiroir, et Hawkgirl, bah je l'aime bien, mais le souci c'est que ça reste une fille qui vole avec une massue, quoi. Je pense qu'on est d'accord que Hawkgirl est probablement le personnage le moins bien utilisé de tout le film. Ah bah, la femme assassinat politique quand même. Hein. Oui, mais c'est le seul perso qui tue dans le film d'ailleurs, avec Lex Luthor. Et ouais, non, mais pour moi, après, de toute façon, le Justice Gang, c'était plus une introduction pour des persos qu'on verra plus tard, en fait. D'ailleurs, juste sur les murs du Hall of Justice, les deux fresques qui sont sur le côté qu'on aperçoit rapidement, si on regarde bien, bah, il y a d'autres héros dessus, en fait. Enfin, on peut voir vite fait un Wildcat, notamment. Mm. Donc, il démontre vraiment que c'est un univers qui existe, auquel il y a d'autres héros qui ont déjà existé, en fait. Le terme d'introduction, justement, il ne faut pas qu'on voit trop que c'est une introduction. Il faut que ça puisse se contenir en soi-même. Et c'est le but notamment que Gunn a affiché. Il veut que chaque film puisse se voir en lui-même sans devoir voir autre chose, que tout soit compréhensible. Et ça l'est compréhensible. Hein. Mais, ça l'est réussi. C'est comme un arc de comics. Oui, mais je veux dire, il faut pas. Tu dis c'est une introduction de personnage. Justement, le but, c'est que ça se ressente pas comme ça. Oui. Oui, c'est sûr, ça reste quand même des personnages qui sont introduits, mais derrière, t'auras autre chose, quoi. Oui, bien sûr. Je me demande comment les non-initiés vont recevoir Terrific, Hawkgirl, Guy Garner, qui est quand même le Green Lantern, le plus compliqué à mettre en scène. Enfin, on est très peu quand on nous dit Green Lantern, à penser Guy Garner. On est très peu, on est là. Étienne dans le chat d'ailleurs fait partie du fan club avec moi. Mais je me demande comment les gens vont. Est-ce qu'ils vont juste se dire ouais, c'est vraiment juste un bro à la con avec une coupe de merde. Enfin, alors qu'en vrai il est tellement bien, Guy. Il est tellement. Enfin,
Il a un potentiel de fou. En vrai, après, est-ce qu'il fait un peu redondant avec Peacemaker dans l'idée je sais pas Pour trop. moi, il faudra voir comment Guy va évoluer, notamment dans la série Lanterne, puisqu'il en fera partie. Et Nathan Fillion a dit que aussi son personnage changeait un peu durant la série, en fait. Donc oui, pour moi, clairement, Superman, c'était vraiment l'entrée pour dire, voilà, il y a ces personnages-là qui existent. Maintenant, on va vous proposer d'autres choses que vous pouvez voir, ou vous pouvez les retrouver, en fait. Ce serait cool si dans la série Lanterne, il y a un vrai changement de personnalité et qu'il devient quand même un peu moins cartoon Oui. et un peu plus le Guy Garner qu'on connaît aujourd'hui, qui a quand Après, même ça des reste quand même un capacités. Guy Gardner qui, pour moi, fait très penser au début de la Justice League internationale, en fait. Oui, bah Donc, oui, complètement. Bah, de donc, toute façon, il y a l'ambiance largement la place du pour monde. évoluer, en fait. Et c'est justement bien, comme ça, tu vois le personnage à un certain moment de sa vie, et tu peux le voir évoluer au fur et à mesure et le voir changer, en fait. Et c'est pareil dans les comics, en fait. Oui, le Justice Gang, de toute façon, porte l'identité de la JLI. Mm. Ça transpire la JLI de toutes parts, quoi. L'ambiance, le côté un peu, bah, forcément Maxwell Lord, tout ça, c'est pas innocent, quoi. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir vu Guy Garner. Ça m'a fait extrêmement plaisir et Et j'apprécie chaque seconde de. Nathan Fillon l'a très bien joué. Enfin, Nathan Ouais. Fillon l'a très bien joué. Et notamment juste pour montrer la puissance dans la scène de fin où à lui tout seul, il repousse quasiment tous les tanks. Bon, il y a Métamorpho qui sert aussi un petit peu à un truc pour dire coucou, je suis là. Mais ouais, ça démontre clairement que bah oui, C'est vrai que c'est pas juste un bouffon et il montre quand mm, même qu'il a quand même des pouvoirs de Green Lantern, quoi. c'est ça. Et il sait s'en servir parce qu'en plus, il fait ça littéralement sans regarder, et donc limite, il balaye ça littéralement de la main. C'est quelque chose qui pour lui est pas compliqué, quoi. Ouais. Autre personnage qu'on a un peu abordé, mais on va peut-être aborder un peu plus en détail, ce sont tous les membres du Daily Planet, en vrai. Lois Lane, évidemment, Oui, qui mais est jouée par Rachel Brosnan et comment dire que voilà, on quoi. est tous amoureux, je crois. Bah, avec Mai, on on tenait déjà les pancartes, parce qu'on est tous les 2 voilà, déjà dans le fan club, mais fantastique, Lois Lane. Moi, je sais que en vrai, Superman, pour vous l'avouer, c'est pas mon perso préféré du tout. Quand je lis un truc Superman, j'attends d'avoir une super Lois Lane et d'avoir un super Lex. Superman en soi, c'est secondaire pour moi. Donc cette Lois Lane là, elle m'a plu vraiment et pas juste parce que voilà, c'est une jolie dame, quoi. Il y avait vraiment ce côté, heu, enfin la confrontation avec Clark, elle est monumentale en vrai, pour moi. C'est C'est la vraiment meilleure plein Ouais. scène de du vraies film. questions, Ouais, avec son interview, c'est littéralement c'est démontre que je suis pas juste la nana amoureuse de son mec qui l'adule ou qui adule Superman. Je suis vraiment, enfin, ouais, mais mec, tu penses aux conséquences de tes actions, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses aussi à la façon dont tu t'exprimes. Enfin, elle le pousse vraiment et je trouve ça vraiment intelligent que même durant tout le film, bah, ça soit elle qui doute de la relation, alors que dans ce genre de situation amoureuse, c'est pas tellement l'homme qui est supposé être l'amoureux transi à H24 en fait. Mmh. Ah, c'est pas faux. Ah oui, il y Mais a ouais, vraiment travaillé les journalistes, ouais. Oui. non, mais je disais, bah oui, on voit à quel point. Enfin, on voit que le point de départ du film, ça a été le casting de Clark et de Lois, parce que pour moi, les deux meilleures scènes du film, c'est clairement leur scène. C'est la scène de l'interview qui est clairement au-dessus de tout en termes d'acting, de caractérisation, d'écriture. On a vraiment toute la dynamique Clark et Lois enfin voilà, pour moi, c'est un exemple d'écriture pour les personnages, un exemple d'acting. Enfin, je suis pas sûr qu'on ait eu une scène aussi bonne entre les deux personnages jusque-là. Et même l'autre scène avec le fameux punk rock, pour moi, c'est la deuxième meilleure scène du film. C'est à chaque fois, c'est les scènes qui dirigent vraiment tout le film, qui dirigent le personnage et les intentions du personnage. C'est vraiment les scènes fondatrices, c'est les piliers du film pour moi. Ouais. D'ailleurs, a C'est priori, la scène avec l'interview, c'était leur scène de casting c'était leur chemistry test en fait, pour savoir si ça fonctionnait entre eux. bah, ça fonctionne. Puis Ah même oui. la scène de fin, je veux dire, les bisous de fin de film, je m'en tape, tu vois, en général. Mais celui-là était quand même, il était vraiment
vraiment beau, quoi. Enfin, c'est bien C'est- filmé et tout. c'est Ouais, authentique, quoi. et même Lois a appris à mieux connaître Clark, juste parce qu'elle a enfin pu accéder à une partie de lui auquel il donne jamais accès, notamment ses parents, en fait. Ouais, Étienne, pardon. Oui. Étienne qui dit faut dire que Loïs a sur nous l'effet que Jimmy a sur les femmes dans le film. Ah oui, bah, on peut en parler de Jimmy. Heureusement qu'il a cette scène-là, honnêtement, parce que sinon il servira à rien. Oui. Oui, Mais c'est un peu rigolo. Oui, bah après, c'est du Jimmy Olsen classique qui séduit tout le monde. Classique Il a- Jimmy Olsen plot où soit il a des problèmes amoureux, soit il est transformé en on ne sait pas quoi, soit il introduit Darkseid. Bah, Ils moi, ont d'ailleurs, même. oui, vas-y. Non, vas-y. Moi, je pensais même que quand il regarde sur son téléphone, j'ai pas eu le temps de voir. Mais tu sais, je voyais que c'était pas des prénoms, je voyais que c'était des mots, voilà. Et que quand il tombait sur Big Toes, je crois, du coup, Mutantos. Mutantos, pardon. Moi, j'imaginais genre, ah ouais, il va vraiment faire genre Jimmy Olsen, en fait, il a déjà rencontré plein d'aliens et tout. Et il sait que cet alien va pouvoir l'aider à sauver la situation. Et pour moi, c'était vraiment genre le Jimmy Olsen qui a vécu des aventures ultra extravagantes, comme c'était le cas dans le Silver Age. Toujours comme ça part de rien, ça va hyper loin, et puis ça revient au Daily Planet tranquille, comme si c'était rien passé. Il a eu 1000 pouvoirs, enfin bref, Jimmy Olsen dans les comics, c'est toujours n'importe quoi. Et je me suis dit, ah, vrai, ça va être vraiment comme ça et tout, et je m'attendais pas que ce soit juste juste que c'est un pauvre con qui sait pas le nom des gens, quoi. Ah non, je pense qu'il connaît le genre, juste que c'est le mec qui veut clairement pas être en couple avec elle parce qu'il aime d'autres personnes en fait. Il a même deux nanas en même temps et les deux nanas sont pas contentes d'être avec lui en même temps. Voilà. C'est typique du bro aussi, tu vois, c'est pas. Non, et même j'aime bien les Pas très courts respectueux. échanges qu'il a avec Clark, où juste sur la fin, quand Lois rejoint Clark et que Perry et Jimmy se regardent en mode ça fait 3 mois ça fait combien de temps? Oh, 3 mois. Oui, bah oui, mais ça, les gens, de toute façon, on a tous connu un peu ça. Enfin, peut-être pas, hein, mais genre, si vous avez déjà flirté ou être en couple avec quelqu'un qui est dans un certain cercle, vous ne trompez personne. Tout le monde le voit. Ça, c'était assez amusant, oui, de le voir. Ah, par Bah, contre, Perry, il apparaît 2 minutes dans le film, mais c'est le GOAT, je suis désolé. C'est le cigare, ça. Ah, c'est le cigare, ouais. Ouais, et c'est bien de montrer ce cast-là, même si là ils ont vraiment un rôle très secondaire, à part pour Lois bien sûr, que ce soit Jimmy, Kat, Ron Troupe qu'on aperçoit au fond, Steve Lombard et Perry, ça montre qu'ils sont là, ça montre que c'est un univers qui est déjà établi. Donc Clark les rencontre pas, ils ont vraiment déjà des relations entre eux. Que ce soit Steve qui critique son article, en fait, qui critique son article, ils ont des mecs, les adverbes, t'aimes pas ça? Enfin, voilà, ça montre que c'est des. Ou juste Jimmy qui le félicite pendant qu'il est au téléphone. Enfin, c'est un truc qui sont vraiment intéressants. Et je pense que vraiment qu'au début du film aussi, Clark sont pas autant proche des Kent par rapport au L, en fait. Pour lui, ça s'imite beaucoup plus à un alien que à sa part d'humanité, en fait. Il suffit juste de voir comment limite la discussion téléphonique avec ses parents, il s'en moque un peu. Et qu'on a un peu l'impression que ce soit le mec qui, lorsque ses parents l'appellent, il est en mode voilà quoi. Enfin, chier, il y a ma mère qui m'appelle, j'ai pas que ça à faire quoi. D'ailleurs, moi j'ai trop aimé les Kent. J'ai adoré le fait que, contrairement au film qu'on a pu avoir par le passé, là, ils faisaient vraiment texan en fait, genre vraiment acteur. Mais ils avaient l'accent, ouais. Ouais, ils avaient l'accent et même Je suis même pas sûr que. C'est du Kansas. Bon, après, c'est pas loin, hein, Kansas, Texas. Mais ouais, c'est vraiment. Perso, j'ai vraiment adoré c'est les deux pas. Enfin, surtout Paken. Maken, on la voit trop peu pour moi, mais Paken, les quelques échanges qu'il a avec Clark, c'est. Sois mon papa, s'il te plaît. Ouais, ils étaient authentiques. Et c'est vrai que c'est pas trop le cas de. Ah, je suis désolé, on va reprendre Man of Steel, quoi, où Jonathan Kent, c'est Kevin Costner, quoi. C'est le putain de héros. Il a pas d'accent parce que de toute façon, je suis pas sûr qu'il sache les faire. Mais c'est une autre je suis pas sûr histoire. qu'on veuille entendre son accent. Mais ouais, enfin souvent, je sais que Smallville aussi, le Jonathan. John Snyder, ouais.
il est, tu vois, genre c'est vraiment le cow-boy quoi. Mhm. Là, c'était vraiment les fermiers, les vrais fermiers avec Mhm. l'accent et tout. Donc c'est vrai que ils étaient plutôt charmants comme couple. Ils sont vraiment bien. Ouais, pour revenir sur le Daily Planet, j'ai trouvé ça. Enfin, en fait, je pense que c'est dû au fait que nous, on suit chaque annonce de casting, même très secondaire, et du coup, comme on a eu vraiment les annonces au compte-gouttes pour le personnel de Daily Planet, je pensais qu'ils auraient un peu plus d'importance que ça. Et du coup, Oui, finalement, ils sont très secondaires, comme Clark Kent, finalement, qui est très peu présent. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Ils sont très nombreux. Bah oui, c'est ça. Genre, Ron Troop, ils disent son nom, mais c'est tout, il sert à rien. Kat, elle sert à rien. Steve Lombard, il a le rôle qu'il doit avoir, donc le mec, le bof qui fait rire, voilà. Ouais, Ça, alors, c'est le collègue qu'on aime bien, mais qui est un peu lourdeau, quoi. Ils mettent pas assez en avant le fait qu'il est ultra fan de Superman, que c'est vraiment Ouais. que c'est le plus gros suceur de Superman de l'équipe en fait. Il Bah, en parle vite fait. si on le voit, on voit qu'il a Il en toujours le parle petit vite pin fait. Superman, mais il le retire quand il y a la révélation sur ses parents, en fait. Mais je veux dire, ils mettent pas. Enfin, tu sais, genre, c'est pas établi avant que c'est un fan de Superman. Il aurait juste fallu une toute petite scène au début, un petit dialogue, tu vois, ça aurait pas rajouté grand chose. Enfin, ça aurait rajouté grand chose au personnage, quoi, mais ça aurait pas été de trop, tu vois. En fan de Superman, on aurait pu mettre il y a un civil qui est utilisé par Luthor, un civil qui aide Superman et qui est fan de lui et qui est utilisé par Luthor après. Au début, j'imaginais que c'était une version de Bibo, le barman, meilleur ami de Superman. Voilà. Mais peut-être dans un Superman 2, on aura Bibo, hein, écoute, hein. Ça serait cool. En vrai, c'est cool. tout le monde s'en fout en vrai, hein, mais voilà. Non, mais en vrai, ça peut être un truc cool de s'intéresser aussi du fait que Superman est un cercle d'amis différent de celui de Clark Kent, en fait. Bah, ça renforcerait le côté proche des civils, Ouais. forcément. Oui, et même là, cette scène-là montre bien qu'il y a un côté aussi proche des civils. Enfin, toute la partie quand ils tombent par terre et t'as les civils, où t'as justement Malik qui vient, qui aide à se relever, enfin. Malik. Et même après qu'ils viennent de vaincre le kaiju, tout le monde qui se précipite sur eux, enfin voilà, ça montre bien que c'est pas juste, qu'il n'y a pas une relation froide entre les héros de ce monde et les êtres humains normaux en fait. Oui, ne serait-ce que se rappeler des prénoms des gens, en vrai, ça veut tout dire. Ça fait Oui. Spider-Man, je trouve, Oui. un peu. Oui. Encore une fois, ouais, il y a un gros côté Sam Raimi dans les civils et tout ça. Alors pour le coup, je pensais plus au Spider-Man de Mark Webb, mais ça fonctionne aussi. Personne ne parle du Spider-Man de Mark Webb. Et si, je suis le seul fan de ces films. C'est un autre débat. On parle de Superman ici. Ok, on va pas commencer à défendre le Spider-Man. On va pas d'ailleurs- commencer à défendre des films qui ne sont pas de notre sort. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur un élément du film. C'est le twist sur les parents de Superman. Ah, Ouais. J'aimerais avoir votre avis avant d'en parler. écoute, franchement, c'est pas. Enfin, je veux dire, en tant que fan de comics, voilà, qui a lu plein de trucs et tout machin, ça m'a pas bouleversé parce que Smallville l'a déjà fait. Dragon Ball l'a déjà fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est un peu comme Invincible, non? C'est un Viltrumite ou quoi? Est-ce que vous avez connu Dragon Ball en fait? Parce que enfin voilà quoi. Donc, et puis même, je prends l'exemple de Batman. On a déjà eu des histoires où ses parents étaient en fait pas des mecs bien. Enfin, son père était pas un mec bien. Il y a le jeu vidéo de Telltale qui fait ça. Il y a des comics qui font ça. Mais en film, personne ne l'a fait. Même Matt Reeves a finalement a commencé à partir sur ce terrain pour non, en fait, non. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, genre. C'est justement quelque chose que j'aimais bien dans le Batman de Matt Reeves, qui se disent ah tiens, je modifie un petit peu les Wayne. Enfin,
c'est de les rendre un petit peu plus corrompus et en même temps qui rentraient bien dans l'arc de Bruce, mais ça c'est un autre débat. Moi je trouve ça intéressant de changer un peu. Moi j'aime bien les 2-3 changements de toute façon qu'il a fait. Je sais qu'il y en a qui sont un peu perdus, genre ah mais je pensais que machin chose. Mais voilà, ça c'est le genre de truc, oui, je pense que ça apporte une originalité. Moi ça me choque pas que les Kryptoniens aient envoyé Superman pour conquérir la Terre. Enfin voilà, ça me surprend pas, mais je trouve ça intéressant quoi. Mais après faut juste qu'on m'explique, je veux le point de vue de Supergirl maintenant. C'est ce que j'allais dire. Oui. Parce que Oui. Bah après, si Supergirl était sur Argo City, c'était pas au même endroit, donc. Ouais, mais est-ce que ses parents étaient des connards comme les parents de Clark, tu vois, enfin de Kal-El. C'est ça. Est-ce que tous les Kryptoniens étaient pro-invasion, ou est-ce que même chez eux il y avait des pour, des contre, et que la famille de Kara était plutôt contre, même si au final ils ont fini sur Terre tous les deux de la même manière, a priori, ou pas, hein, mais je pense que pour Kara, on en saura beaucoup plus dans le film Supergirl. Parce que je pense que pour le coup, Supergirl, c'est vraiment le personnage qui mérite d'avoir son origin story, parce que Superman, en effet, James Gunn pouvait zapper toute la partie. Voilà, la planète qui est détruite, enfin, parce que c'est bon, on la connaît, enfin, c'est quelque chose qui est dans la culture populaire, et qui même récemment, pour les personnes qui n'ont jamais vu un film Superman, bah au pire tu regardes nouveau Man of Steel, tu regardes les séries animées Superman, enfin c'est quelque chose qui est constamment rappelé en fait. Oui, après c'est pas tant un besoin pour Supergirl. Tout le monde sait qui est Superman, tout le monde sait oui. qui est Superman. Mais je veux dire, c'est pas tant un besoin d'origine que le fait que ce soit au centre du comics Woman of Tomorrow, son traumatisme. Oui. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose de très intéressant à traiter, c'est-à-dire que si tous les Kryptoniens sont comme ça veut dire que même les parents de Kara sont comme ça, c'est-à-dire que elle adhère à ce point de vue, vu que tout son chemin dans Woman of Tomorrow, c'est d'être assez nostalgique et de sa planète. Donc ça peut changer beaucoup de choses sur le personnage en fait, sur ses motivations à elle-même. Bon, ce serait quand même intéressant de voir Woman of Tomorrow, ce qu'il en est fait ou pas. En tout cas. Mais d'ailleurs, autant moi pour elle, je suis pas hyper emballé par le changement, mais bon, ça me révolte pas non plus. Mais en fait, j'étais assez surpris de voir à la fin que Clark et Kara semblent se connaître quand même depuis un moment. Est-ce que ça vous chagrinerait qu'on n'ait pas la scène de leur rencontre en fait? Parce que je sais que moi, ça me ferait un peu chier en fait. Autant il y a plein de trucs qu'on a déjà vu au cinéma des dizaines de fois pour Superman, autant la première rencontre avec la seule survivante de Krypton, je me dis c'est un truc qu'on n'a jamais vu, et enfin si, on l'a déjà vu dans Smallville et dans les trucs dans les films animés, mais pas en film. Ouais. Et s'il le saute, je trouve ça un peu dommage. Oui, moi c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement. Ça permet aussi de te dire voilà, les personnages sont là, ils existent. Mais oui, et aussi moi perso le twist d'elle, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour moi vraiment le vrai petit twist des films sur ça, et je trouve ça une bonne idée de généralement les L même dans Man of Steel sont limite mis sur un piédestal pour Clark, et c'est ce qui le pousse justement à la fin du film à embrasser beaucoup plus son aspect humain et ses parents, et le fait que ses vrais parents au final ça soit pas les L mais ça soit les Kent en fait. Le message est beau. Ça, de toute façon, moi je suis pour que les vrais parents ce soient les Kent. Ah bah oui, de toute façon c'est les personnes qui élèvent les vrais parents. Mais je trouvais ça, le message est beau en mode tes origines, on s'en fout, ce qui compte c'est tes actes, c'est très beau, mais je trouvais ça dommage de sacrifier les L. Après, dans le contexte du film, c'est pas grave parce que le but c'est d'insister clairement sur le côté humain de Superman plus que sur son côté kryptonien qui est complètement qui est mis de côté complètement, et donc ça renforce la volonté de caractérisation du personnage. Mais je trouvais ça dommage de sacrifier tout un pan de de l'univers de Superman, parce que la partie Krypton de Superman, ça reste une partie quand même assez importante. Il y a eu plein de récits différents sur la destruction de Krypton, sur ses parents, et
Enfin, voilà, c'est le côté vraiment fan. Moi qui lui ai quand même beaucoup de trucs là-dessus, où normalement les L sont les héros de leur propre histoire et font justement, comment dire, font ce cadeau pour eux, l'envoyer Kal-El sur Terre, c'est lui faire le cadeau de l'humanité. Donc, je trouvais ça. Enfin, moi, ça m'a un peu fait mal en tant que fan, mais même sans parler en tant que fan, je pense que ça a été un peu mal amené dans la mesure où dès le début, comme ils mettent de l'importance sur le fait que le message a été coupé, tu sens qu'il va y avoir une couille dans le pâté, quoi. Enfin, forcément, il va y avoir quelque chose. Et au moment où ça arrive, je suis pas convaincu par la façon dont c'est exposé. C'est-à-dire que tu as quand même 3 personnages peut-être qui te disent ces images sont vraies. Tu as même Mister Terrific qui te dit je connais ces 28 linguistes, c'est des vrais, ils sont crédibles. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre d'appuyer autant là-dessus, c'est un peu artificiel. Pour moi, s'ils appuient sur ça pour éviter le fameux point de non, en fait, c'est Lex Luthor qui a créé des fausses images pour décrédibiliser Clark. Et aussi, ça permet de prouver que ça permet de le décrédibiliser parce que c'est des vraies images en fait. Oui, mais c'est fait de façon maladroite. C'est trop appuyé en je sais pas, 1 ou 2 minutes. C'est appuyé 3 fois. Je trouvais ça un peu lourd comme façon de faire. Et de la même façon, je trouvais que ça aurait été plus intéressant de nuancer un peu le twist sur les parents, c'est-à-dire que Clark remette en question sa présence ici, mais sans pour autant que ça soit aussi radical. Et en plus, la radicalité du twist sur les L n'a pas tant d'impact que ça sur Superman, j'ai l'impression. Il est un peu abattu, mais je trouve que ça n'a pas l'impact que ça aurait pu et dû avoir, à mon sens. Oui, c'est sûr. Mais moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Enfin... Ils passent vite à autre chose tous. Après, j'en parlais justement avec Mai et je disais, ils sont vite passés sur le côté, c'est un alien qui est censé tous nous buter. Après, il me disait, en fait, les gens, ils oublient très vite tout. Et c'est comme les gens qui sont accusés de harcèlement, on oublie vite qu'ils ont été accusés. Donc quelque part, c'est pas faux. Mais quand c'est dans un film, je trouve que c'est quand même... Après, faut pas oublier que derrière, même s'il y a ça que Lex Luthor ramène, au final, les actions que Superman fait montrent clairement que non, il est pas là dans le rôle que ses parents pensaient lui destiner en fait. Ouais, mais c'est dommage que notre opinion publique ait une telle girouette, tu vois. Enfin, surtout que derrière, il arrive à montrer que oui, c'est Lex Luthor qui depuis le début a tout manipulé pour que Superman soit accusé, même si ça reste dans le sens pour l'opinion publique, c'est pas l'ego de Lex qui supporte pas Superman, mais plus Lex qui voulait se faire un petit pays à la cool. Donc, voilà. Non, tu vois, ça fait dans certains pays et le Premier ministre peut avoir été accusé d'avoir camouflé des scandales pédophiles dans les écoles et tout le monde passe aux choses en 2-3 jours. Donc bon, je me dis que ça. Ouais, c'est pas faux, mais dans un film, tu vois, genre. Non, mais moi, je suis d'accord. Un peu. Ouais. Un film ne peut pas être aussi décevant que la réalité. Enfin, si c'est pas. En fait, le problème, c'est que au final, notre réalité aujourd'hui, elle est quand même très caricaturale et très simple au final. Enfin, je veux dire, le dirigeant de la nation, là, il est c'est un guignol. Mais le pire, c'est que c'est complètement crédible, en fait. Et le problème, c'est que quand tout est trop simple et trop facile, trop caricatural, en film, c'est moins intéressant. Ouais, il y a ce choc un peu de putain, il est pas crédible, mais en fait, il ressemble aux gens de maintenant. Mais ça peut te sortir quand même du film, quoi. C'est un peu le risque. Le super harem, c'était trop aussi pour moi, tu vois. Clairement, c'est Trump, quoi. C'est du Trump. Envahir la Terre, ok. Ouais, mais je trouve que le film voulait pas être subtil dans ce discours-là, et tant mieux, en fait, parce qu'au bout d'un moment, faut pas être débile. Enfin, au bout d'un moment, on s'adresse à un public américain où si on leur explique pas sans nuance, ils comprennent pas, et même avec sans nuance, ils comprennent pas. Donc oui, c'est bien, en fait. Enfin, de temps en temps, faut y aller. Ouais. Je sais pas si c'était nécessaire que Clark soit l'enfant biologique du Elon Musk de Krypton. Qui a réussi à envoyer sa fusée pour de vrai.
Et, Tout en empêchant, tout en bloquant le Elon Musk Trump de la Terre, à savoir Lex Luthor. ouais, bon, il est quand même, comment dire, plus d'identité dans Lex Luthor que dans Elon Musk. Oui. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais sur le principe, ouais. D'ailleurs, enfin, je pense qu'on peut un peu venir quand même sur un point qui fera sûrement débat, au moins un petit peu, même si... Non, je pense quand même que il y a un discours politique pour de vrai, qu'on oublie un peu vers la fin, mais qui a quand même... je suis désolé, mais qui a quand même les couilles de poser un truc qui est extrêmement d'actualité. C'est l'interventionnisme de Superman. C'est que là, c'est un truc qu'on a très très rarement vu ailleurs que dans un comics. Et là, en plus, c'est dans un contexte quand même où c'est un pays plus ou moins du Moyen-Orient qui est un allié des États-Unis qui envahit, voire génocide un pays voisin. Oui, non, mais ça c'est clairement, enfin, ça, faut dire les mocages, c'est clairement une métaphore pas subtile du tout et pas cachée du tout de la part de Gunn du conflit israélo-palestinien, en fait. Qui montre qu'au final, même si Clark s'implique pas dans le conflit, ce qui montre, c'est juste, je représente l'aide humanitaire, où moi, je veux juste empêcher que des gens soient butés, en fait. Pendant une seconde, j'ai cru que tu allais faire une référence à Francis Huster. Je représente le Christ. Mais... non. D'ailleurs, merci, un film Superman qui enlève toute évocation religieuse. Merci. Juste pour ça, Gunn, merci. Superman n'est pas au Vatican. Ouais. mais ouais, enfin, je veux dire, c'est quand même pour un film qu'on n'arrête pas de dire lumineux, pas jovial, mais enfin, très comics. Et ben, on a quand même un truc vachement d'actualité qui sera toujours d'actualité. Je sais qu'il y en a qui disent mais ça va faire dater au bout d'un moment, mais il y aura toujours des situations comme ça. Il y aura toujours des conflits comme ça pour un bout de terrain ou autre, en fait. Enfin, je pense que le film a été écrit avant. Je pense que le film a été écrit avant les événements qu'on connaît. Et en fait, le truc, c'est que l'Israël, ça fait des années. Non, oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, des décennies que le conflit existe. Non, bien sûr, mais ça sonne actuel. Mais au final, ce genre de situation, on l'a dans les comics depuis longtemps. C'est juste, ça sonne. Enfin, oui, bien sûr. Nous, ça nous paraît très actuel, mais au final, c'est une situation qui est dépeinte qui a déjà été dépeinte dans les comics depuis longtemps. Mais derrière, les comics aussi ont toujours eu un impact politique aussi, en fait. Enfin, non, bien sûr. Je veux dire, je pense pas que la volonté était spécifiquement de dire Israël-Palestine, tu vois. Non, peut-être pas, mais ça reste mais je pense que Gunn a très bien compris que c'était une interprétation que les gens allaient en faire, et c'est une interprétation qui est tout à fait qui est crédible, en fait. C'est pas un truc qu'on peut repousser, en fait. Bien sûr, mais c'est dommage que intéressant de pardon. À toi. C'est surtout intéressant d'avoir le point de vue de Superman, quoi. Je veux dire, pour toutes les séries qui se veulent un peu genre Superman dans la vraie vie, comment serait vraiment Superman dans notre monde, les The Boys et tout ça. Là, on a vraiment quand même une question qu'on s'est beaucoup posée, que les gens qui ne lisent pas de comics souvent se disent ouais, mais Superman, qu'est-ce qu'il fait quand il y a la guerre? Là, tu vois, il y a une réponse, quoi. Il y a une proposition, en tout cas. Il se propose comme l'équivalent d'un médecin sans frontières, en fait. Enfin, c'est juste le mec qui va dessiner la ligne dans le sable et qui dit non. C'est surtout une situation plus que ça. Ultra compliquée, et puis il est même pas sûr d'avoir la bonne réponse. Lui, tout ce qu'il fait, c'est juste sauver des gens, et je fais peut-être une connerie, mais je la fais. Et ça le rend, encore une fois, humain et pas parfait, et c'est tant mieux, quoi. Oui, non, de toute façon, pour moi, Superman n'est pas un être parfait, c'est juste un être qui est perfectible en permanence, qui est toujours prêt à écouter et à s'améliorer. Et c'est ce qu'il fait dans le film, en fait, quand Lois le questionne, quand il remet en cause son héritage kryptonien, etc., en fait. Quand il s'aperçoit que, c'est moins le droit à l'erreur. J'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus qu'on voit un peu plus de répercussions sur la situation dans les deux pays concernés. Parce qu'au final, ça passe un peu sous la trappe, comme c'était une machination de Lex Luthor, et puis maintenant que Lex Luthor est sous les verrous, et que le Justice Gang est intervenu, c'est sous le tapis maintenant. Ouais, donc, mais pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas tellement le sujet du film, en fait. Et pour moi, c'est une intrigue du film qui va continuer en dehors
en dehors du film, peut-être en dehors de l'univers. De toute façon, on parlera jamais de la Boravie et du Yaranpour. Mais c'est. Non, mais Superman ne peut pas s'arrêter là. Enfin, il y a forcément une suite à son action là-bas. Après ce qu'on voit. Surtout que l'action, là, c'est pas tellement lui qui le fait dans le dernier acte, c'est le Justice Gang qui se décide enfin à intervenir, en fait. C'est lui qui a fait appel à eux aussi, mais... je trouve ça dommage c'est très bien au début, moi je veux pas y aller, j'ai pas que ça à foutre, j'ai mon vœu implicite qui me dit que je dois pas mêler de politique. Bah, d'ailleurs, le retournement est un peu trop... il est hors caméra, quoi. C'est un peu le problème, c'est que du coup, ça fait un peu trop soudain. On voit le symbolique de c'est Superman qui a fait changer leur état d'esprit, mais bon, c'est un peu facile, je trouvais, pour ma part. Ouais, mais je vais pas. Pour des questions aussi délicates. Oui, mais je pense pas que le film a cette vocation à être hyper profond sur les conflits, machin. C'est juste faut juste être quelqu'un de bien et intervenir parce qu'il y a des vies qui sont en danger et point quoi. Enfin. Oui, mais quand tu t'engages sur un sujet comme ça, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ta responsabilité. Et se débarrasser des tyrans quoi. Tu peux pas l'aborder. Je peux pas aborder ce sujet sans y aller à fond. En vrai, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Clegane, de ce discours politique ? Est-ce que ça suffit ou pas ? Est-ce que ça suffit Je pense que c'est pas vraiment la question. Est-ce que ça suffit ? Non. Soit non. Il faudra aller plus loin, mais est-ce que je le demande à un film Superman ? Non plus. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. À la fin, les super-héros se rendent compte que tout ce qui compte, c'est de sauver des vies innocentes. Et je pense qu'on peut pas demander beaucoup plus à un film de super-héros qui se veut d'un très très grand public. Et à un moment, ouais, c'est un peu trop facile comment la façon dont ça se termine, mais bon, je pense qu'on déjà on n'a pas le temps ni vraiment l'intérêt de voir les répercussions géopolitiques que ça va entraîner en fait. C'est pas vraiment ce que le film doit raconter, et je pense que ça pourrait être intéressant à raconter, mais pas dans ce contexte-là. J'aurais bien aimé qu'il y ait que ça aille au bout de l'inspiration de, je sais plus, je crois que c'est Action Comics, je sais plus le numéro, un numéro écrit par David S. Goyer, justement sur l'interventionnisme de Superman, qui se pose entre deux pays rivaux et qui arrête la guerre. Et on lui reproche justement d'intervenir en tant que représentant des États-Unis. Et à la fin du numéro, il dit très bien, c'est comme ça, je me débarrasse de la nationalité américaine pour pouvoir ne représenter plus que moi. Et j'aurais bien aimé que ça aille jusqu'au bout de ça, par exemple. Ça aurait pu être comment dire, pas une résolution, mais un point. Ça aurait donné un point, quoi, à cette intrigue-là. À plusieurs moments dans le film, je pensais qu'il allait partir là-dessus. Genre, le moment où il se fait arrêter par Flag et qu'il lui dit ouais, t'es américain, t'es arrêté selon les lois américaines, un truc dans ce genre-là. Et je pensais que ça allait partir sur Superman qui lui dit bah non, je suis pas américain, je suis un alien. Mais non, en même temps, ça va à l'encontre du fait de dire que Superman est un humain. Je sais pas trop, mais ouais, j'ai pensé à ça aussi dans le film. Non, ça aurait été une bonne façon de terminer cette partie-là, quoi. Ça va. Mais ça aurait fait extrêmement débat. Ah oui, c'est sûr. Dean Cain, oh là là, mon Dieu. Ah non, mais déjà Dean Cain, bon, enfin voilà quoi. On va pas revenir sur on va pas revenir. Il y a un truc dont on n'a pas encore trop parlé. Par contre, il faut peut-être voir très rapidement au début. On est déjà à 1h30 là d'enregistrement. Oui, donc bien. Ouais, bah écoute. C'est tellement pas souvent. Ouais, c'est pas souvent. Non, mais je voulais. Étienne, tu dois rester jusqu'à la fin. Mettre l'aspect technique, c'est vrai qu'on parle très peu de. Enfin, on n'est pas rentré dans les détails. Bon, la musique, si, au début, les effets spéciaux, qu'on a dit que c'était plus ou moins bien fait. La réalisation, quand même, je trouve que a été assez campy, encore une fois, de temps en temps, genre presque un peu cringe. J'avoue que j'ai pas été très fan de certaines scènes. Les scènes de vol étaient bien faites quand c'était Superman, mais il y en a, les scènes de Hawkgirl, j'ai trouvé extrêmement mal faites en général. Il y avait plusieurs moments que j'ai trouvé un peu
mal réalisé, quoi. Enfin, ça Ouais, m'a un peu carrément. sorti. Ouais, vraiment, il y a des moments Bah, où j'ai vraiment quand même les trouvé plans. Oui. Perso, j'ai quand même trouvé que c'était quand même assez bien réalisé. Et que et qu'après, en termes de découpage, c'était quand même assez clair, surtout en fait. Mais il y a des mouvements de caméra que je trouve vraiment genre. Mm. C'est presque Enfin, tu me diras, c'est peut-être quelque part un peu l'idée de Silver Edge, mais je veux dire, les plans de caméra qui suivent le visage pendant une course, je sais pas, je trouve ça bizarre, je trouve ça un Ouais, peu. non, Ça il a, fait il a essayé bouffonnerie, quoi. des trucs nouveaux là-dessus. Et ouais, je suis d'accord avec toi, genre la scène, elle dure vraiment pas longtemps, donc en vrai, c'est pas très grave. Mais la scène à la fin, quand t'as Hawkgirl qui est dans les couloirs du palais boravien, elle est hyper bizarre. Sur le coup, je l'ai un peu en mode bizarre. Mais ouais, ça dure 2 secondes, quoi. Enfin, il y a eu. Ouais, mais enfin, il y en a eu plusieurs comme ça que je Et trouve ouais, un je suis peu. d'accord. Moi, lever un petit sourcil, quoi. Après, c'est pas dramatique, il y a quand même des scènes qui rattrapent le truc. Encore une fois, terrifique, voilà, tout ça. Mais bah, du coup, oui, on va conclure quand même. Moi, je voulais Est-ce juste, que. pour la mise en scène, je rajoutais Oui. quelque chose, c'est que, alors, ça va dans le sens de la volonté de James Gunn de rendre Superman très accessible, très humain, d'enlever le côté divin, mais je trouve que du coup, il a du mal à iconiser le personnage. On n'a pas énormément de plans qui restent vraiment en mémoire du personnage où il est superbe, et je pense que c'est une volonté aussi pour le rendre très accessible. Mais avec un tel personnage, je pense que c'est pas incompatible de le rendre très humain et en même temps d'avoir des plans où il dégage vraiment une majesté, quoi. Je trouvais que ça manquait un peu et que là, pour le coup, bah, c'est quelque chose que Snyder savait faire, que Gunn n'arrive pas. Et je trouve que même la série Superman et Lois y arrivait mieux, notamment dans la dernière saison où il n'y avait aucun budget. Du coup, les apparitions de Superman étaient très brèves. Et ça les obligeait justement à marquer le coup, à donner une apparition assez iconisée pour que ça reste en mémoire, pour pallier au manque de budget. Et je trouve que c'est un peu dommage avec un tel personnage d'avoir raté le coche de l'iconisation. Après, comme tu l'as dit toi-même, quoi, iconisation, c'est aussi glorification, et là, oui, tu voilà. repars sur le côté religieux très vite, même si pour moi c'est important chez DC aussi. Ils sont tous normalement iconiques, c'est un peu ce qui fait la différence en partie entre DC et Marvel. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pour finir, est-ce que vous avez du coup une vraie hype pour le DCU nouvelle génération? Et est-ce que vous avez du coup des attentes pour la suite, pour une suite de Superman ou pour les prochains projets? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez bien voir, que le film vous a donné envie de voir en tout cas? Bah, moi déjà, Lantern, c'est le projet que j'attends le plus parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre, donc ça me rend curieux. Supergirl, je suis très curieux aussi. Woman of Tomorrow, c'est un super comics, donc si c'est une bonne adaptation. Surtout que Supergirl, c'était quand même, et on l'a vu dans le film, du coup, elle est quand même très cool. Enfin, moi, j'ai incroyable. Une de mes scènes préférées. En vrai, j'ai juste trop hâte de voir Supergirl. Ouais, gros, j'ai chargé mon chien. Le costume est très beau. Ouais. Et autrement, parce que ouais, c'est plutôt enthousiasmant pour la suite de l'univers, mais après pour maintenant, la suite de l'univers, il y a plein de comment dire, rien n'est encore fait en fait. Pour l'instant, ça commence bien, les critiques sont bonnes. Premières entrées au box-office sont plutôt encourageantes, mais rien ne dit que dans 4 ans, le DCU sera encore là. Le marché super-héroïque, enfin le cinéma en général est un peu est pas au meilleur de sa forme partout. Le marché super-héroïque encore moins. Donc à voir. Mais là, voilà. ça risque de marcher aussi parce que c'est Superman, quoi. Oui, mais après, comme l'a dit Gunn dans une interview, il dit il n'y a pas vraiment de super-héros fatigue, il y a la fatigue des films médiocres. Et pour le coup, c'est vrai que, ça, je suis pas d'accord. Surtout dans les films de super-héros, on a quand même beaucoup de films de super-héros, que ce soit Marvel ou DC ces dernières années, qui étaient quand même extrêmement moyens en fait, qui ne donnaient pas une envie d'aller le voir en fait de base.
Ouais, mais en fait, quand t'as un Thunderbolt qui ne rapporte même pas son budget et qui est un bon film, genre, c'est peut-être pas le film du siècle, mais c'est un bon film. Et à un côté, t'as un Deadpool et Wolverine qui rapporte, qui fait le milliard, alors que c'est un film très moyen, voire certains pourraient dire médiocre. Nul à chier. Euh, Nul à chier en ce qui me concerne. Hein. Je suis sorti de la salle, j'étais en colère. Hein. Pour moi, ça montre très bien que c'est pas juste une question de bon film. Il y a un truc qui se passe avec le public n'a plus vraiment envie de voir des films de super-héros, à part des films qui vont titiller une sorte de nostalgie ou de je ne sais quelle émotion. Et c'est pas hyper encourageant pour moi pour la suite, en tout cas. Bah après, le problème aussi pour moi, c'est que le MCU est devenu de plus en plus compliqué à intégrer et que derrière, t'as Disney qui aide pas en fait. T'as Disney qui clairement, bah pour Thunderbolt, je suis désolé, mais à aucun moment, ou presque, on te replace les personnages en fait. Oui, mais c'est l'ancienne politique Disney, ça. Ils ont un peu changé leur approche maintenant. Bah Thunderbolt, pas vraiment. C'était déjà ce changement-là qui était supposé être C'est un opéré. vestige. Thunderbolt, il date d'il y a quand même quelques années, c'est un vestige. C'est un vestige, mais le scénario a été remodifié de A à Z oui, mais là, la grève notamment en fait. Donc, visiblement, ils vont prendre une approche plus similaire à ce que Gunn a envie de faire, c'est-à-dire que les séries télé seront plus comment dire, n'auront pas tant d'impact que ça sur le film. Il n'y aura pas de. Ouais, mais si derrière tu m'introduis dans un film un personnage qui est apparu dans une série télé sans me replacer le personnage même à travers une seule ligne de dialogue, je ne demande pas à me le replacer durant 15 minutes avec sa vie, son œuvre, ses problèmes, mais si tu me replaces pas par au moins une ligne de dialogue pour que je sache qui il est, je vais être paumé. Exemple tout bête, Kamala Khan et Photon dans The Marvels en fait. Mais ici t'as un peu de mauvaise foi parce que c'est exactement la même chose pour Mr. Terrific en fait. Sauf que Mr. Terrific c'est clairement montré comme une introduction. Là j'ai pas à me dire où est-ce que j'ai vu Mr. Terrific avant. Il n'est pas montré comme une introduction, il est montré comme étant déjà posé. Oui, parce que dès le début du film, dès le début du film, on te dit clairement ces personnages-là existent depuis 300 ans en fait. Ouais, mais donc au début de Thunderbolt, on peut dire, bah, ces personnages existent aussi dans l'univers. Mais... Sauf qu'on est dans le MCU et que le MCU, dès le début, a clairement dit bah non, Iron Man, c'est littéralement le héros numéro 1, avant l'humanité n'a quasiment rien connu de ça, en fait. Oui, mais tu vois, moi, ça n'a pas de rapport. Genre, le public n'est pas prêt à accepter que des héros peuvent exister dans notre projet ou ailleurs, et que s'ils ne l'ont pas vu, ils n'iront pas voir ce projet. Que tu aies des héros qui existent ailleurs, mais qui ont été introduits parce que l'univers existe depuis des années, moi, ça revient au même. Et après, il y a un autre souci pour moi aussi avec Marvel, c'est que Disney fait aussi trop le truc de bah c'est pas grave, de toute façon, ça sera disponible sur Disney Plus dans 2 mois. Aux US, aux US, ça paraît con, mais aux US, je vais pas. Faut que le film soit un minimum événementiel. Je trouve vu le prix que coûtent les places de cinéma et comment c'est la vie aux US. Voilà, ils vont pas aux US. Tu te déplaces, commences vraiment à te déplacer que si le film est un minimum événementiel et où te donne envie en fait. Et derrière le MCU, une fois de plus, par rapport à Thunderbolt, pour moi, c'est la victime collatérale de tous les mauvais projets, dont notamment le dernier Captain America, qui est absolument nul. Qui est absolument mauvais, quoi. Enfin, tout l'aspect politique de Captain America est totalement loupé, alors dans Superman, même si c'est une partie secondaire, c'est beaucoup mieux maîtrisé, quoi. Oui, je pense qu'on dérive là quand même. Ouais. Oui. Mocassin, est-ce que t'es hype pour le DCU, au moins en tant que juste pour toi, quoi? Pour moi, je l'ai toujours été. Enfin, donc ce qui est annoncé jusque-là, ce qui est très concret jusque-là est assez enthousiasmant. Supergirl, c'est enthousiasmant depuis le début, Lanterns aussi. Donc c'est vraiment, je vois pas tellement sur le long terme pour le moment. Je vais d'abord voir ce qui est sûr de se faire. Et ce qui est sûr de se faire est déjà quand même très enthousiasmant de ce qu'on voit dans le film Superman. Après, je suis un peu dubitatif sur les propos de Gunn qui l'ajoute très serein en mode Superman n'a pas besoin d'être un gros succès. Il le compare en fait à Iron Man en mode Iron Man, c'était pas le film selon lequel tout dépend. Sauf que Iron Man et Superman, c'est pas la même chose. Si t'arrives pas à créer un engouement autour de Superman, ça va être compliqué pour la suite. Donc j'aime bien son côté très serein, ce qu'il dégage vraiment, mais il trompe pas non plus, il trompe personne, quoi. Bah après, Gunn a quand même la confiance de Zaslav, donc c'est plus important qu'autre chose en fait.
Ouais, mais après Zaslav, il met sa confiance ou ses billets quand il voit la ligne monter, quoi. S'il voit la Bah, ligne il a descendre, donné la confiance à Gunn, alors que The Suicide Squad reste un flop au box-office. Hein. oui, mais il était pas là à l'époque. Mais oui, en soi. Donc, voilà. Enfin, Une envie de super vilain pour Superman 2 qui verra le jour dans 10 ans. Moi, je dirais un film Superman et Supergirl pour la suite, avec Brainiac en VR. Ok. Ok, ouais, très enthousiasmant. Mais ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas à attendre Superman 2 pour revoir Coren Sweat, a priori. J'espère. C'est très, Pour moi, très spoiler, mais enthousiasmant. il est dans Peacemaker saison 2. Tu penses? Je suis sûr. je pensais serait plus cool. qu'il serait dans Supergirl, perso. Il y sera dans les deux pour moi. Oui, dans Oui, Supergirl, oui. quasiment sûr. En vrai, Peacemaker, j'aimerais bien qu'il soit aussi dans Supergirl pour rejoindre les propos de Clegane d'avant. S'il y a des petits flashbacks au moins sur Ouais, quand ils se rencontrent, ce serait effectivement quand même une belle scène à faire, en tout cas. c'est clair. Après, dans Peacemaker, pourquoi pas? Ce serait pas étonnant parce que faut pas oublier que Gunn doit aussi expliquer dans Peacemaker comment la saison 1 se raccorde par rapport à son DCU, parce que faut pas oublier que il y a une scène gênante dans la saison de Peacemaker qui est l'arrivée de la Justice League. Donc, si tu remplaces ça par le Justice Gang et Superman, ça passe. J'aimerais bien voir Coren Sweat dans un World's Finest, quoi. Je sais pas qui tout fera le monde. Batman, hein, mais ce serait quand même fou, quoi. Ça, J'aimerais bien Mongul en tant que prochain adversaire. Enfin, je pense que si Gunn veut vraiment avoir des films qui se démarquent les uns des autres, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un Superman qui voyage en dehors de la Terre. Et un bon adversaire pour ça serait Mongul, pour moi. Après, en costume, il faut pas qu'il aille tout seul défoncer Mongol, faut qu'il amène Authority. Je pousse mon agenda. Et qu'il ramène son slip en métal, évidemment. Bah oui. Ah là La là. tenue de gladiateur, bien sûr, Cette obligatoire. scène entre Coren Sweat et Brosnan, ça va incroyable. Évidemment. Obligatoire. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce film Superman en long et en large et en travers. Voilà, on est quand même plutôt optimiste concernant le film et son avenir, en tout cas en termes de qualité de film. Après, le budget, c'est une autre histoire, on verra bien comment ça se passe, mais ça a l'air de plutôt aller. Je pense pas qu'il sera devant Jurassic World, honnêtement. Faut voir comment le bouche-oreille de Jurassic World se fait en vrai. Enfin, je pense pas Oui, que sur le comme premier week-end Superman. il va le battre. Parce que ça reste Jurassic World et tu mets 3 dinosaures et tout le monde y va, moi y compris. Pour moi, Jurassic World va taper les 800 voilà. millions minimum. Donc, non, jamais. Après, j'aurais peut-être tort, mais pour moi, jamais. Jamais Jamais Jurassic il va le World. dépasser, oui. Franchement, si je dois faire des pronos, je pense que Superman va s'arrêter à 600 millions, 650 au mieux. Ouais, Un truc un peu quand dans même les un peu plus. mêmes eaux que Man of Steel, en fait. C'est le bon bouche à oreille, j'aimerais bien un peu plus. Après, je pense qu'il est capable de battre au moins les 4 Fantastiques si vraiment les gens sont au rendez-vous. Ça va être compliqué, mais Jurassic World, oui, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Enfin. Mais est-ce que vous sentez les gens au rendez-vous, justement, vous? Bah, en France, en tout cas, c'est pas ouf. Il y a déjà un petit million, quoi. Pour moi, ça va. Oui. Pour moi, ça va. Je pense qu'il a besoin Après, de faut bouche à oublier oreille. que le marché français, c'est pas le marché américain. Enfin, en termes de, faut pas se dire un film qui rapporte 1 million en France. Enfin, on est un marché quasi inexistant pour les US en fait. Je pense qu'ils vont vraiment regarder combien ça rapporte aux US et à l'international de façon globale en fait. Non, bien sûr. Mais bon, enfin, c'est toujours sympa de regarder, quoi. Mais en France, oui, de toute façon, on va plutôt se baser sur le nombre d'entrées et il faudra voir combien il fait. Mais en France, il y a aussi beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne au-delà de la com. Enfin, la com, c'est bien pour la première semaine. Mais dès la deuxième, tu as un aspect bouche à oreille, l'avis du public qui est pris en compte et qui est limite plus important que les avis presse en fait. Oui, c'est ultra important. Je veux dire, depuis BVS, on sait bien que si le bouche à oreille il est mauvais, le film il va se cracher, quoi. Donc ça reste le nerf de la guerre, qu'il le veuille ou non. Mais je pense que là, il y a eu pas mal de monde. Et si les gens qui l'ont vu là sont contents,
qui disent que c'était mieux que les dinosaures d'à côté. Je pense qu'il y a moyen de pas dépasser Jurassic World, ça, c'est impossible, c'est sûr. Mais de faire un bon petit score, même si la concurrence est un peu rude, hein, ce mois-ci. C'est clair que si tu as le budget pour un film tous les 6 mois, là, faut faire un choix, quoi. Enfin bref. Écoutez, on va arrêter ce petit enregistrement. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ceux qui étaient là en live avec nous. Et puis on se dit à la prochaine. Peut-être, honnêtement, le mois prochain, peut-être en retour de San Diego Comic Con, s'il y a des choses à dire. Peut-être Sinon, ouais, promis, la suite arrive vite. Puis abonnez-vous sur YouTube, il y a peut-être des trucs qui arrivent. Allez, ciao. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao.